Il croyait tout contrôler, jusqu'à être sauvé par un enfant surgissant de l'obscurité de sa propre demeure. Une voix fragile l'empêcha de monter l'escalier qui l'aurait conduit directement à la mort. Et c'est en écoutant celui que personne ne voyait qu'il trouva ce qu'il n'avait jamais eu, l'amour, la vérité et une nouvelle chance de vivre. Si cette belle histoire de dépassement et d'amour vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et dites-nous de quelle ville vous nous regardez en continuant. La pluie battante s'abattait sur Paris en ce soir d'automne, noyant les lumières de la ville dans un voile grisâtre. Philippe Beaumont, PDG du conglomérat Beaumont Industries, contemplait distraitement les gouttes d'eau qui glissaient sur la vitre teintée de sa Bentley. Son chauffeur, Georges, conduisait en silence, habitué au retour tardif de son patron après des journées interminables au siège social de la Défense. « Nous sommes arrivés, monsieur », annonça Georges en s'arrêtant devant le portail majestueux d'une propriété du 16e arrondissement. Philippe hocha la tête, son visage reflétant l'épuisement d'une journée passée à restructurer son empire. Aujourd'hui, il avait signé l'ordre de licenciement de 300 employés d'une usine de province. Une décision purement économique, nécessaire selon les rapports comptables qui s'empilèrent sur son bureau. « Merci, Georges. Comme d'habitude, vous pouvez disposer. À demain, 7 heures. » Le portail s'ouvrit automatiquement et la voiture s'engagea dans l'allée bordée de marronniers centenaires qui menait à la demeure. Philippe récupéra sa mallette en cuir italien et descendit du véhicule. La façade imposante de son hôtel particulier se dressait devant lui, illuminée par des projecteurs stratégiquement placés. Une maison d'une élégance rare, mais terriblement vide. Depuis son divorce avec Élise, 5 ans plus tôt, Philippe avait instauré des règles strictes concernant le personnel de maison. Personne ne devait rester après 20 heures. La solitude était devenue sa compagne la plus fidèle, et il préférait cela aux regards empreints de pitié ou aux conversations forcées. Le hall d'entrée était plongé dans une semi-pénombre, uniquement éclairé par quelques appliques murales. Philippe posa sa mallette et son manteau Burberry trempé sur une console en marbre. Le silence absolu de la demeure n'était perturbé que par le tic-tac régulier de l'horloge grand-père, hérité de son père, et par le bruit lointain de l'orage qui grondait sur Paris. Il se dirigea vers l'escalier monumental qui menait aux étages supérieurs, quand un mouvement furtif dans l'ombre attira son attention. Son cœur manqua un battement. Quelqu'un était là, dans sa maison. Quelqu'un qui avait réussi à déjouer son système de sécurité ultra sophistiqué. « Qui est là ?» demanda-t-il d'une voix qu'il voulait ferme, mais qui trahissait une nervosité inhabituelle. Une silhouette émergea lentement de l'obscurité. Philippe plissa les yeux, incrédule. Une petite fille se tenait devant lui, âgée d'une dizaine d'années tout au plus. Ses vêtements étaient usés et sales. Ses cheveux blonds emmêlés encadraient un visage pâle aux traits fins. Mais ce qui frappa le plus Philippe, ce furent ses yeux, d'un bleu profond, beaucoup trop lucide et grave pour une enfant de cet âge. « N'y montez pas », murmura-t-elle d'une voix à peine audible. « Ils vous attendent en haut. » Philippe resta figé, partagé entre méfiance et confusion. « Qui es-tu? Comment es-tu entré ici ?» La petite fille s'approcha, ses mouvements rapides et précis comme ceux d'un animal sauvage habitué à fuir. « Je m'appelle Élodie Mercier. Il n'y a pas le temps d'expliquer. Ils vont descendre. » Comme pour confirmer ses paroles, un bruit sourd retentit à l'étage, suivi du fracas de verre brisé. Des voix masculines et agressives résonnèrent, ordonnant de fouiller chaque pièce. Philippe sentit une sueur froide couler le long de son dos. Cet enfant disait vrai. « Par ici », chuchota Élodie, en saisissant sa main avec une force surprenante. Sans réfléchir davantage, Philippe se laissa guider par cette étrange apparition. Élodie l'entraîna vers une porte dissimulée derrière une tapisserie ancienne, une issue de secours dont il ignorait l'existence, malgré les 15 années passées dans cette demeure. Ils s'engagèrent dans un couloir étroit, visiblement conçu pour permettre au personnel de se déplacer discrètement. L'air y était confiné, chargé de poussière. Élodie avançait avec assurance, comme si elle connaissait les lieux par cœur. « Comment connais-tu ma maison ?» souffla Philippe, de plus en plus déconcerté. « Je vous observe depuis des semaines, » répondit-elle sans ralentir. « Je connais vos habitudes, vos horaires, les rondes des gardiens. Je sais quand vous prenez votre café le matin et à quelle heure exacte vous rentrez chaque soir. » Cette révélation aurait dû l'alarmer davantage, mais l'urgence de la situation ne lui laissait pas le loisir de s'y attarder. Des bruits de pas précipités et des éclats de voix résonnaient désormais dans toute la maison. Ses poursuivants avaient réalisé son absence et intensifiaient leurs recherches. Le passage secret les conduisit jusqu'à une petite porte
qui donnait sur le jardin arrière. La pluie redoublait d'intensité, transformant le parc soigneusement entretenu en terrain boueux. Élodie tira Philippe vers la grille de service, dissimulée par une haie dense. « Mon costume et mes chaussures italiennes » commença-t-il machinalement, avant de réaliser l'absurdité de sa préoccupation. Élodie lui lança un regard où se mêlaient ironie et impatience. « Vous préférez les garder propres pour vos funérailles, monsieur Beaumont ?» Cette remarque, prononcée avec le sérieux désarmant de l'enfance, eut l'effet d'une gifle. Philippe se ressaisit et suivit sa jeune guide à travers l'ouverture de la grille. Ils se retrouvèrent dans une ruelle adjacente, bien loin du faste de l'avenue principale. La petite fille l'entraîna dans un dédale de ruelles sombres et désertes. Philippe, habitué au quartier huppé et sécurisé, découvrait un Paris qu'il ne fréquentait jamais. Celui des arrière-cours humides, des poubelles renversées et des tags colorés qui recouvraient les murs lépreux des immeubles. « Où m'emmènes-tu » demanda-t-il essoufflé, après plusieurs minutes de course effrénée. « Dans un endroit sûr » répondit simplement Élodie. « Ils ne vous trouveront pas là-bas. » Ils continuèrent leur progression à travers le labyrinthe urbain, s'éloignant toujours plus de son quartier résidentiel. La pluie avait trempé leurs vêtements et la boue maculait leurs chaussures. Philippe ne reconnaissait plus rien autour de lui. Pour la première fois depuis des années, il n'était plus aux commandes, plus maître de la situation. Cette perte de contrôle lui donnait le vertige. Après ce qui lui sembla une éternité, ils arrivèrent devant un immeuble décrépit aux fenêtres condamnées par des planches. Un ancien bâtiment industriel reconverti en logements sociaux, puis abandonné. Élodie le guida vers une entrée latérale dont la serrure avait été forcée depuis longtemps. L'intérieur était sombre et sentait l'humidité. Les murs s'écaillaient, révélant plusieurs couches de papier peint défraîchi. Élodie se dirigea vers l'escalier avec l'assurance de quelqu'un qui rentre chez soi. « Tu vis ici ?» demanda Philippe incrédule. Élodie haussa les épaules. « Depuis que mon père a perdu son emploi et que nous avons été expulsés de notre appartement, oui. » Philippe sentit une gêne indéfinissable l'envahir. Il suivit l'enfant jusqu'au 3e étage, où elle poussa une porte menant à un appartement désaffecté. Dans un coin de ce qui avait dû être un salon, quelques cartons assemblés formaient une sorte d'abri de fortune, une couverture élimée, des livres soigneusement empilés et une petite collection de bougies constituaient l'essentiel des possessions d'Élodie. « Bienvenue dans mon palais, monsieur Beaumont », dit-elle avec une ironie qui fit rougir Philippe. Il observa ce refuge précaire, puis reporta son regard sur la petite fille trempée qui se tenait devant lui, droite et digne malgré ses vêtements déchirés. « Comment connais-tu mon nom » demanda-t-il, réalisant soudain qu'elle l'avait appelé ainsi dans le jardin. Élodie s'assit sur un vieux coussin et invita Philippe à prendre place sur une caisse retournée. Ses yeux bleus le fixaient avec une intensité troublante. « Je connais beaucoup de choses sur vous, monsieur Beaumont, sur votre entreprise aussi, sur les décisions que vous prenez dans votre tour de verre à la Défense. » Elle marqua une pause, comme pour peser ses mots. « Mon père travaillait pour vous. Il s'appelait Thomas Mercier. Il était responsable comptable à l'usine de Clichy, celle que vous avez fermée l'année dernière. » Le nom résonna vaguement dans la mémoire de Philippe. Une restructuration nécessaire, lui avait-on dit. Une optimisation fiscale. Des termes aseptisés qui masquaient la réalité brutale des vies bouleversées. « Mon père a découvert quelque chose dans les comptes, » poursuivit Élodie. Des irrégularités qu'il voulait signaler. Le lendemain, il était licencié pour faute grave. Fabrication de preuves, accusations mensongères. Il n'a jamais pu retrouver de travail avec une telle mention dans son dossier. Philippe sentit sa gorge se nouer. Il avait signé des centaines de licenciements, sans jamais vraiment réfléchir aux conséquences humaines. Des noms sur des listes, des chiffres dans des colonnes. Jamais des visages, des familles, des enfants comme Élodie. « Pourquoi m'avoir sauvé alors ?» demanda-t-il, perplexe. « Tu aurais pu te venger en me laissant entre leurs mains. » Élodie le regarda longuement avant de répondre, avec une maturité qui transcendait son jeune âge. « Parce que mon père m'a toujours dit que la vengeance ne résout rien. Et parce que j'ai besoin de vous pour prouver son innocence. Ces hommes qui vous cherchent, ce sont les mêmes qui ont détruit ma famille. » Un frisson parcourut l'échine de Philippe. Pour la première fois de sa vie, il prenait conscience des ramifications insoupçonnées de son empire, des zones d'ombre qui se développaient peut-être à son insu. « Depuis plusieurs jours, j'ai remarqué ces hommes qui surveillaient votre maison, » continua Élodie. « Ils notaient vos allées et venues, prenèrent des photos. J'ai compris qu'ils préparaient quelque chose. Mais qui sont-ils? Et que me veulent-ils » demanda Philippe, tentant de rassembler ses pensées. Le regard d'Élodie se fit plus grave encore.
Ils cherchent à vous faire disparaître, monsieur Beaumont, et je crois savoir pourquoi. Mon père a caché des preuves avant d'être chassé. Des preuves qui pourraient en faire tomber des personnes très puissantes au sein même de votre entreprise. Un silence pesant s'installa dans la pièce, uniquement troublé par le bruit de la pluie qui martelait les vitres sales. Philippe observait cet enfant qui venait de bouleverser toutes ses certitudes en l'espace d'une soirée. Sa vie confortable et ordonnée s'était effondrée en quelques heures, révélant la fragilité de ce qu'il avait construit. « Demain, » dit doucement Élodie, « nous irons chercher ces preuves. Elles sont cachées dans un endroit que personne ne penserait à fouiller. »« Où ça ?» demanda Philippe de plus en plus intrigué. « Dans les sous-sols de votre propre siège social, » répondit-elle avec un petit sourire énigmatique. À cet instant, le téléphone portable de Philippe vibra dans sa poche. C'était un message de son frère Nicolas Beaumont, directeur financier du groupe. « Philippe, j'apprends à l'instant qu'il y a eu une intrusion à ton domicile. Les autorités sont prévenues. Où es-tu? Réponds-moi au plus vite. » Philippe fixa l'écran, puis leva les yeux vers Élodie. Une intuition troublante prenait forme dans son esprit. « Tu crois que mon frère pourrait être impliqué ?» murmura-t-il, comme s'il craignait que les murs ne l'entendent. « Je ne sais pas, » répondit Élodie. « Mais je sais une chose. À partir de maintenant, vous ne pouvez faire confiance à personne. » Philippe passa une nuit agitée, étendu sur un matelas de fortune qu'Élodie avait improvisé avec des couvertures élimées. Le contraste entre ce refuge précaire et sa chambre spacieuse aux draps de lin égyptien ne pouvait être plus saisissant. Chaque fois qu'il fermait les yeux, les événements de la soirée défilaient dans son esprit comme un film cauchemardesque. Les bruits de l'immeuble délabré, tuyauteries grinçantes, vent sifflant à travers les fenêtres mal jointées, le maintenaient dans un état de semi-éveil angoissé. À l'aube, il observa Élodie qui dormait paisiblement, recroquevillée dans son coin. Comment cet enfant pouvait-elle trouver le sommeil dans de telles conditions? Une vague de culpabilité l'envahit. Cette petite fille aux yeux trop vieux pour son âge représentait toutes ces vies anonymes qu'il avait bouleversées par ses décisions froides et calculatrices. Des décisions prises depuis le confort aseptisé de son bureau panoramique, sans jamais en mesurer les conséquences humaines. Élodie s'éveilla avec la vivacité surprenante des enfants, passant du sommeil profond à l'état d'alerte en quelques secondes. Ses yeux bleus se posèrent immédiatement sur Philippe, comme pour s'assurer qu'il était toujours là. « Vous avez mal dormi », constata-t-elle simplement. Ce n'était pas une question. Philippe esquissa un sourire fatigué. « Disons que ce n'est pas mon matelas habituel. »« On s'y habitue, » répondit-elle en haussant les épaules. « J'ai dormi dans des endroits bien pires avant de trouver cet immeuble. » Cette remarque désinvolte, prononcée avec la résignation de ceux qui ont connu trop tôt les difficultés de la vie, serra le cœur de Philippe. Il se leva et s'étira, tentant d'ignorer les courbatures qui parcouraient son corps. « Tu vis seul ici? Où est ta mère ?» Le visage d'Élodie se ferma instantanément. « À l'hôpital, depuis 3 mois. Une dépression nerveuse après que nous ayons tout perdu. Les services sociaux me cherchent, mais je ne les laisserai pas m'emmener loin d'elle. » Philippe hocha la tête, ne sachant que répondre. Il réalisait à quel point il était déconnecté de la réalité que vivaient des milliers de personnes. Des personnes comme les Mercier, dont le monde s'était effondré à cause d'une simple signature apposée sur un document administratif. « Comment comptes-tu entrer dans le siège de Beaumont Industries ?» demanda-t-il pour changer de sujet. « C'est l'un des bâtiments les plus sécurisés de la Défense. » Élodie lui sourit, un éclair de malice traversant son regard. « Par la grande porte, évidemment. Avec vous. » Elle sortit d'un sac à dos élimé une enveloppe froissée contenant des coupures de presse, des photos et des notes manuscrites. Mon père a tout consigné ici. Ses soupçons, les preuves qu'il a pu rassembler, les noms qu'il a identifiés. Mais la pièce maîtresse, celle qui fait le lien entre tout, il l'a cachée dans un endroit que lui seul connaissait. Et comment sais-tu où chercher? Il me l'a dit la dernière fois que je l'ai vu, avant qu'il ne disparaisse. Philippe fronça les sourcils. Disparaisse? Je croyais qu'il avait été licencié. C'est ce que tout le monde croit, répondit Élodie, son regard s'assombrissant. Officiellement, il a abandonné sa famille après son licenciement. La vérité, c'est qu'il enquêtait toujours, et un jour, il n'est plus rentré. Cette révélation fit l'effet d'une douche froide à Philippe. Ce qui n'était au départ qu'une histoire de licenciement controversé prenait soudain une dimension beaucoup plus sinistre. « As-tu contacté la police ?» Élodie eut un rire amer qui n'avait rien d'enfantin. Avec quel crédit? Un comptable licencié pour fraude disparaît après avoir accusé son ancien employeur de malversation? Personne ne m'a pris au sérieux.
Ils ont tous conclu qu'ils nous avaient abandonnés, comme le suggérait le rapport de votre service des ressources humaines. Philippe sentit son estomac se nouer. Il n'avait jamais prêté attention aux détails des licenciements, se contentant d'approuver les décisions présentées par ses directeurs. Avait-il été manipulé? Son entreprise était-elle devenue, à son insu, le théâtre d'opérations douteuses? « Montre-moi ce que ton père a rassemblé », demanda-t-il en tendant la main vers l'enveloppe. Pendant près d'une heure, ils examinèrent les documents. Thomas Mercier avait méticuleusement documenté des transactions suspectes, des virements inexpliqués vers des sociétés offshore, des factures pour des services jamais rendus. Tous ces éléments pointaient vers un système élaboré de détournement de fonds. « Ces signatures » murmura Philippe, en examinant certains documents. « Ce ne sont pas les miennes, mais elles y ressemblent étrangement. Quelqu'un les a imitées, » confirma Élodie. « Mon père pensait que c'était pour vous impliquer si jamais l'affaire éclatait au grand jour. » Philippe continua de parcourir les documents, son inquiétude grandissant à chaque page. Soudain, un nom attira son attention. « Société Méditerranée Consulting. C'est une entreprise créée par mon frère Nicolas il y a 5 ans. » Le regard d'Élodie s'illumina. « Vous voyez, les pièces du puzzle commencent à s'assembler. » Philippe secoua la tête, refusant d'accepter l'implication potentielle de son frère. Nicolas, son cadet de 3 ans, avait toujours été dans son ombre, certes, mais de là à orchestrer une fraude de cette ampleur, ce pourrait être une coïncidence, objecta-t-il faiblement. Les hommes qui ont envahi votre maison hier soir n'étaient pas une coïncidence, rétorqua Élodie avec une logique implacable. Et le message de votre frère non plus. Il vous demandait où vous étiez, alors que normalement, il aurait dû s'inquiéter de votre sécurité en premier lieu. Philippe dut admettre la pertinence de cette observation. Une pensée troublante s'insinua dans son esprit. Et si Nicolas avait orchestré cette tentative contre lui? Le timing était suspect, juste après qu'il ait annoncé son intention de procéder à un audit complet des finances du groupe lors du dernier conseil d'administration. « Comment allons-nous procéder » demanda-t-il, se résignant à suivre le plan d'Élodie. « D'abord, nous devons vous rendre présentable, » répondit-elle en le scrutant de la tête aux pieds. « Vous ne pouvez pas entrer dans votre propre entreprise dans cet état. » Philippe baissa les yeux sur son costume froissé et boueux. Elle avait raison. Dans cette tenue, même avec son badge d'accès, il attirerait immédiatement l'attention. « J'ai un ami qui pourra nous aider, » poursuivit Élodie. « Et il s'appelle Marcel. Il travaille dans une laverie du quartier. Il me rend quelques services depuis que je vis ici. » Ils quittèrent l'immeuble abandonné avec précaution, Élodie vérifiant chaque recoin avant de s'aventurer dans la rue. Philippe était impressionné par sa vigilance et son sens de l'observation. Cet enfant avait développé des compétences de survie que la plupart des adultes n'acquéraient jamais. La laverie était située à quelques rues de là, dans un quartier populaire où les commerces commençaient à peine à ouvrir leurs rideaux métalliques. Marcel, un homme d'une 50aine d'années, au visage marqué par les épreuves, mais au regard bienveillant, les accueillit avec surprise. « Élodie, je me faisais du souci, cela fait plusieurs jours que je ne t'avais pas vu. » Son regard se posa ensuite sur Philippe, et ses yeux s'écarquillèrent en le reconnaissant. « C'est lui, n'est-ce pas? Beaumont ?» Élodie hocha la tête. « Il a besoin de notre aide, Marcel, et nous avons besoin de la sienne. » Marcel hésita un instant, dévisageant l'homme d'affaires avec méfiance. Puis il soupira. « Entre vite, avant que quelqu'un ne te reconnaisse. » À l'intérieur de l'arrière-boutique, Marcel fournit à Philippe des vêtements propres, un costume simple mais élégant qu'un client n'était jamais venu récupérer. Pendant que Philippe se changeait, Marcel prit Élodie à part. « Tu joues à un jeu dangereux, petite. Cet homme représente tout ce qui a détruit des familles comme la tienne. »« Je sais ce que je fais, » répondit-elle avec une assurance troublante. « Il est la clé pour retrouver mon père. » Philippe, qui avait entendu leur conversation, sortit de la petite salle d'essayage, vêtu du costume qui lui allait étonnamment bien. « Votre méfiance est légitime, monsieur Marcel, » dit-il doucement. « Mais je vous promets que je n'étais pas au courant des manœuvres qui ont été orchestrées dans mon entreprise, et je ferai tout pour réparer les torts causés à Thomas Mercier et à sa famille. » Marcel le scruta longuement, jaugeant sa sincérité, puis hocha lentement la tête. « J'espère pour vous que vous dites vrai, parce que si vous trahissez cette petite, vous aurez affaire à moi. » Cette menace, prononcée sans élever la voix, n'en était que plus impressionnante. Philippe comprit que Marcel était l'une de ces personnes qui, malgré leurs conditions modestes, possédaient une force de caractère et un sens de l'honneur inébranlable. « Je ne la trahirai pas, » promit Philippe. « Au contraire, je crois que c'est elle qui m'a ouvert les yeux. »
Marcel hocha la tête, semblant accepter cette réponse. Il se tourna vers Élodie. « De quoi d'autre avez-vous besoin ?»« Un téléphone non traçable, » répondit-elle promptement. « Et peut-être un peu d'argent liquide. » Marcel disparut dans l'arrière-boutique et revint avec un vieux téléphone à carte prépayée et une enveloppe contenant quelques billets. « C'est tout ce que je peux vous offrir. C'est plus que suffisant, » le remercia Élodie. « Je te revaudrai ça, Marcel. Prends soin de toi, c'est tout ce que je demande, » répondit-il en ébouriffant affectueusement ses cheveux blonds. Avant de partir, Philippe tendit la main à Marcel. « Merci pour votre aide. Quand toute cette histoire sera terminée, je n'oublierai pas ce que vous avez fait pour nous. » Marcel serra sa main, son regard toujours méfiant, mais adouci par une lueur d'espoir. « Les actes valent plus que les promesses, monsieur Beaumont. Prouvez que vous êtes différent de l'image que les médias donnent de vous. » Ces paroles résonnèrent en Philippe alors qu'il quittait la laverie. Quelle image les gens avaient-ils de lui? Celle d'un capitaine d'industrie impitoyable, d'un riche héritier déconnecté de la réalité. Il n'avait jamais vraiment prêté attention à sa réputation, trop occupé à faire prospérer l'empire familial. « À quoi pensez-vous » demanda Élodie alors qu'il marchait vers la station de métro la plus proche. « À la façon dont les autres me perçoivent. À la différence entre l'homme que je croyais être et celui que je suis réellement devenu sans m'en apercevoir. » Élodie le regarda avec cette intensité troublante qui semblait percer les apparences. Que mon père disait toujours qu'il n'est jamais trop tard pour redevenir la personne qu'on aurait dû être. Cette phrase, d'une sagesse inattendue dans la bouche d'une enfant, toucha Philippe au plus profond de lui-même. N'était-ce pas précisément ce qu'il ressentait? L'impression d'avoir dévié de sa trajectoire initiale, d'avoir trahi ses propres valeurs au fil des années, à force de compromis et de décisions dictées par la seule logique financière. Ils prirent le métro jusqu'à la Défense, se fondant dans la masse des travailleurs qui convergeaient vers le quartier d'affaires. Philippe gardait la tête baissée, craignant d'être reconnu malgré sa métamorphose. Son costume habituel sur mesure avait cédé la place à un modèle de confection. Sa montre Patek Philippe à un simple bracelet en cuir et ses cheveux soigneusement coiffés étaient maintenant légèrement ébouriffés. Ce déguisement subtil semblait fonctionner. Personne ne lui accordait la moindre attention. En sortant de la station, la tour Beaumont se dressait devant eux, imposante avec sa façade de verre bleuté qui reflétait les nuages. 52 étages de puissance et d'influence, symbole de la réussite d'une dynastie industrielle fondée par son grand-père et propulsée dans le XXIe siècle sous sa direction. « Impressionnant, n'est-ce pas ?» murmura Élodie, le regard levé vers le sommet de l'édifice. « Ce n'est qu'une tour parmi d'autres, » répondit Philippe, surpris par sa propre détachement soudain envers ce qui avait été sa plus grande fierté. Ils s'arrêtèrent dans un café en face de l'immeuble, observant les allées et venues du personnel. Le plan était simple. Attendre l'heure du déjeuner quand le hall serait le plus animé pour entrer sans attirer l'attention. « Ton père t'a-t-il précisé où exactement dans les sous-sols il avait caché ses preuves ?» demanda Philippe en sirotant un café américain. Élodie hocha la tête. « Dans la salle des archives financières. Derrière le panneau électrique principal, il y a un espace creux dans le mur. C'est là qu'il a dissimulé une clé USB contenant tous les documents originaux et les enregistrements de conversations compromettantes. »« Des enregistrements ?» s'étonna Philippe. « Ton père espionnait les réunions ?»« Il ne faisait que se protéger, » défendit Élodie avec véhémence. Il avait compris que quelque chose ne tournait pas rond bien avant de découvrir l'ampleur de la fraude. Ces enregistrements étaient son assurance vie. Une assurance qui n'avait pas suffi, songea sombrement Philippe. Si Thomas Mercier avait effectivement disparu, ses preuves n'avaient pas réussi à le protéger. À midi, comme prévu, ils se dirigèrent vers l'entrée principale de la tour. Le cœur de Philippe battait à tout rompre. Entrer dans son propre bâtiment comme un intrus, guidé par une enfant de 10 ans, relevait du surréalisme le plus total. « Respire normalement », conseilla Élodie à voix basse. « C'est la nervosité qui attire l'attention. » Philippe s'efforça de suivre ce conseil, impressionné encore une fois par la maturité de sa jeune complice. Ils franchirent les portes tournantes et se retrouvèrent dans le vaste hall de marbre blanc, grouillant d'employés qui partirent déjeuner. « Monsieur Beaumont !» Philippe se figea. Une voix familière venait de l'interpeller. Il se retourna lentement pour faire face à Claire Duval, sa secrétaire depuis plus de 15 ans. « Mon Dieu, nous étions tous si inquiets. Votre frère a lancé des recherches, la police est venue, et... » Son regard se posa sur Élodie, et son expression passa de la surprise au questionnement. « Claire, » l'interrompit Philippe, « je vous présente ma nièce, Élodie. »
Claire fronça les sourcils, visiblement perplexe. « Je ne savais pas que vous aviez une nièce. »« La fille d'une cousine éloignée, » improvisa Philippe. « Écoutez Claire, j'ai besoin de votre discrétion absolue. Ne dites à personne que vous m'avez vue, pas même à mon frère. C'est une question de sécurité. » Claire hésita, son regard passant de Philippe à Élodie. « Quelque chose ne va pas, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle finalement. Philippe considéra brièvement ses options. Claire avait toujours été d'une loyauté irréprochable. Pouvait-il se permettre de lui faire confiance dans ces circonstances? « J'ai besoin d'accéder aux archives sans être remarqué, » admit-il à mi-voix. « C'est tout ce que je peux vous dire pour l'instant, pour votre propre sécurité. » Claire l'observa un long moment, puis hocha la tête. « Suivez-moi. Je connais un chemin discret. » Claire les conduisit à travers un dédale de couloirs secondaires, évitant soigneusement les zones fréquentées et les caméras de surveillance. Philippe était stupéfait de découvrir l'existence de ces passages dans son propre bâtiment. Comment avait-il pu ignorer tant de choses sur l'Empire qu'il pensait contrôler? « Le personnel d'entretien utilise ces corridors, » expliqua Claire en baissant la voix. « Ils ne figurent pas sur les plans officiels. C'est plus pratique pour ne pas déranger les cadres lors des nettoyages. » Une nouvelle preuve de la séparation des mondes, pensa Philippe. Même dans l'architecture de son entreprise se reflétait cette division invisible entre ceux qui décidaient et ceux qui exécutaient. Ils atteignirent finalement un ascenseur de service dissimulé derrière une porte banalisée. Claire inséra une clé dans le panneau de contrôle. Cet ascenseur dessert tous les niveaux, y compris les sous-sols techniques. Je vous laisse ici. Moins j'en sais, mieux ce sera pour tout le monde. Elle hésita un instant avant d'ajouter « Faites attention, monsieur Beaumont. Depuis votre absence, l'ambiance est étrange. Votre frère a convoqué un conseil d'administration extraordinaire pour cet après-midi. » Philippe sentit son estomac se nouer. « Un conseil extraordinaire? Sur quel motif? Votre disparition inquiétante et la nécessité d'assurer la continuité de la direction du groupe, » récita Claire, comme si elle rapportait un communiqué officiel. « Je vois, » murmura Philippe. Nicolas n'avait pas perdu de temps pour tenter de prendre les rênes. « Merci, Claire. Je n'oublierai pas votre loyauté. » Elle hocha la tête, lança un dernier regard intrigué à Élodie, puis s'éloigna dans le couloir. Philippe et la petite fille montèrent dans l'ascenseur. L'habitacle était rudimentaire, bien loin du confort feutré des ascenseurs principaux, avec leurs écrans diffusant les actualités financières et les succès du groupe Beaumont. « Niveau 3, » indiqua Élodie. « C'est là que se trouvaient les archives. » Philippe appuya sur le bouton correspondant et la cabine entama sa descente dans les entrailles du bâtiment. Le silence entre eux était chargé d'appréhension. « Tu sembles connaître parfaitement les lieux, » observa Philippe. « Comment as-tu appris tout cela ?» Élodie esquissa un sourire énigmatique. « Mon père m'emmenait parfois ici le week-end quand il devait terminer un travail urgent. Je l'aidais à classer des dossiers. J'ai toujours eu une bonne mémoire visuelle. » L'ascenseur s'immobilisa avec un léger soubresaut. Les portes s'ouvrirent sur un couloir faiblement éclairé par des néons blafards qui clignotèrent par intermittence. L'air était plus frais et chargé d'une odeur de papier et de poussière. « Par ici !» chuchota Élodie en prenant les devants. Ils progressèrent silencieusement jusqu'à une lourde porte métallique marquée « Archives financières, accès restreint ». Philippe sortit son badge directorial et le passa devant le lecteur. La diode resta obstinément rouge. « Ils ont désactivé votre accès », constata Élodie sans paraître surprise. Elle sortit de sa poche un autre badge et l'approcha du lecteur. La diode vira au vert et un déclic signala le déverrouillage de la porte. « Le badge de mon père ?» expliqua-t-elle devant l'air ahuri de Philippe. Ils ont oublié de le désactiver après son licenciement. Une négligence bureaucratique qui nous arrange. Ils pénétrèrent dans une vaste salle aux murs tapissés d'étagères métalliques, croulant sous le poids de classeurs et de boîtes d'archives. Des ordinateurs anciens étaient disposés sur des tables au centre de la pièce, vestiges d'une époque où la numérisation n'était pas encore systématique. « Le panneau électrique est au fond, derrière la dernière rangée d'étagères », indiqua Élodie en se dirigeant d'un pas assuré à travers le labyrinthe documentaire. Philippe la suivit, jetant des regards nerveux autour de lui. Ce sous-sol rarement visité lui semblait soudain hostile, comme si les ombres entre les rayonnages pouvaient dissimuler des menaces. Ils arrivèrent finalement devant un grand tableau électrique métallique. Élodie l'examina soigneusement, puis appuya sur un point précis du cadre. Un déclic se fit entendre, et le panneau pivota légèrement, révélant qu'il s'agissait en réalité d'une porte dissimulée. « Incroyable !» souffla Philippe. « Ah,
Je n'aurais jamais imaginé qu'un tel mécanisme existait ici. C'est un vestige de l'époque où ce bâtiment appartenait à une banque avant que votre père ne l'achète, expliqua Élodie. Ce sous-sol servait de chambre forte temporaire. Mon père a découvert ce compartiment par hasard lors d'une inspection des circuits électriques. La cache révéla un espace d'environ 1 mètre cube, vide à l'exception d'une petite boîte métallique posée au centre. Élodie s'en empara avec précaution, comme s'il s'agissait d'un trésor inestimable. « C'est là-dedans que mon père a caché toutes les preuves », dit-elle, en ouvrant délicatement le coffret. À l'intérieur se trouvait une clé USB, un carnet à la couverture usée et un téléphone portable ancien. Élodie prit la clé USB et la tendit à Philippe. « Regardez ce qu'elle contient. Vous comprendrez mieux l'ampleur de ce qui se passe. » Philippe brancha la clé sur l'un des ordinateurs de la salle. Après quelques instants, une arborescence de dossiers apparut à l'écran. Il cliqua sur le premier intitulé « Virement Méditerranée Consulting ». Une série de tableaux Excel s'ouvrit, révélant des mouvements de fonds complexes entre diverses entités. « Ces sommes », murmura Philippe, abasourdi. « Des millions d'euros détournés vers des sociétés écrans. » Il continua à parcourir les documents, chaque nouveau fichier apportant son lot de révélations accablantes. Des contrats fictifs, des factures gonflées, des paiements à des consultants imaginaires, un système sophistiqué de détournement de fonds mis en place au sein même de son entreprise, sous son nez. « Ce n'est pas tout », dit Élodie en lui tendant le téléphone. « Mon père a enregistré plusieurs conversations compromettantes. La plus importante est la dernière, datée de la veille de son licenciement. » Philippe alluma l'appareil, navigua jusqu'aux fichiers audio et lança l'enregistrement indiqué. La voix de son frère Nicolas emplit la pièce, claire et reconnaissable entre toutes. Il devient trop curieux, ce Mercier. Il pose des questions sur les transactions avec la Méditerranée. Non, je ne peux pas simplement l'acheter, c'est un idéaliste. Il faut s'en débarrasser et vite. Oui, j'ai préparé un dossier qui le discrédite complètement. Demain, il sera dehors avec une réputation en lambeaux. Non, Philippe ne posera pas de questions. Il me fait confiance aveuglément, c'est son plus grand défaut. Un silence pesant suivit la fin de l'enregistrement. Philippe sentait une colère froide monter en lui, mêlée à un sentiment de trahison qui lui nouait la gorge. Et ce n'est que le début, poursuivit Élodie en lui montrant d'autres fichiers. Il y a des enregistrements qui impliquent d'autres membres de votre conseil d'administration. C'est tout un réseau qui s'est développé à l'ombre de votre entreprise. Philippe continuait à parcourir les documents, chaque nouvelle preuve enfonçant un peu plus le clou de sa naïveté passée. Comment avait-il pu être aussi aveugle, tellement absorbé par les aspects stratégiques et la croissance externe qu'il en avait négligé de surveiller ce qui se passait dans ses propres murs? « Je comprends maintenant pourquoi ils veulent m'éliminer, » dit-il à voix basse. « J'ai annoncé un audit complet des finances du groupe lors du dernier conseil. C'était la semaine dernière. Nicolas devait savoir que cet audit risquait de tout révéler. »« Exactement, » confirma Élodie. « Et maintenant qu'ils vous croient en fuite, ils vont accélérer leur plan. Le conseil extraordinaire de cet après-midi n'est pas anodin. » Philippe réfléchit intensément. Il fallait agir vite, mais avec prudence. S'il réapparaissait simplement en brandissant ses preuves, rien ne garantissait sa sécurité ni l'impact de ses révélations. Nicolas et ses complices avaient probablement prévu des parades, des explications alternatives, voire des preuves fabriquées pour le discréditer à son tour. « Nous devons trouver ton père, » déclara-t-il finalement. « S'il est quelque part, il pourrait témoigner et renforcer ses preuves documentaires. » Le visage d'Élodie s'illumina d'un espoir qu'elle semblait avoir perdu depuis longtemps. « Vous croyez qu'il est encore vivant? Qu'il se cache quelque part? »« C'est possible, » répondit Philippe avec prudence, ne voulant pas donner de faux espoirs à l'enfant. « S'il a réussi à collecter toutes ces preuves sans se faire prendre, c'est qu'il est intelligent et prudent. Il aurait pu prévoir une issue de secours, un endroit où se réfugier. » Élodie ouvrit le carnet trouvé dans la boîte. Elle le feuilleta rapidement, puis s'arrêta sur une page marquée d'un signet. « Ici, regardez !» Philippe se pencha sur le carnet. La page contenait ce qui semblait être des coordonnées géographiques accompagnées d'un nom, le refuge. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demanda-t-il. « Notre maison de campagne, » expliqua Élodie, l'excitation faisant trembler sa voix. « Enfin, pas vraiment une maison, plutôt une vieille ferme que mon grand-père avait achetée en Normandie. On y allait parfois le week-end. C'est isolé, loin de tout. Le lieu parfait pour se cacher. » Philippe sentit l'espoir renaître. Si Thomas Mercier était effectivement réfugié là-bas, il pourrait apporter un témoignage direct qui, combiné aux preuves matérielles,
serait imparable. « Nous devons y aller », décida-t-il. « Mais d'abord faisons des copies de tous ces documents. » Ils passèrent la demi-heure suivante à copier les fichiers sur une autre clé USB que Philippe avait dans sa poche. Ils imprimèrent également les documents les plus importants, créant un dossier physique qu'ils pourraient transporter facilement. « Il y a autre chose que vous devriez voir », dit Élodie en ouvrant un dossier nommé « Projet Phénix ». Philippe découvrit avec stupeur un plan détaillé visant à démanteler progressivement le groupe Beaumont pour en vendre les actifs les plus précieux à des concurrents étrangers. Le nom de son frère apparaissait en filigrane sur chaque document, comme l'architecte principal de ce projet destructeur. « Nicolas prévoyait de liquider l'entreprise familiale ?» s'exclama Philippe, incrédule. « Mais pourquoi? Il en est l'un des principaux actionnaires. Selon les notes de mon père, votre frère a accumulé d'énormes dettes de jeu, » expliqua Élodie. « Des dettes auprès de personnes dangereuses. La vente des actifs du groupe lui aurait permis d'empocher rapidement plusieurs centaines de millions d'euros et de disparaître. » Cette révélation fut peut-être la plus douloureuse pour Philippe. Nicolas, son frère cadet, qu'il avait toujours protégé et promu au sein de l'entreprise familiale, complotait non seulement contre lui, mais aussi contre l'héritage de leurs ancêtres. La trahison était totale, absolue. Soudain, la porte des archives s'ouvrit avec fracas. Philippe et Élodie se figèrent, des bruits de pas résonnèrent entre les rayonnages. « Je suis sûr d'avoir détecté une activité sur le réseau dans cette zone », dit une voix masculine. Quelqu'un a accédé aux archives numériques. « Vérifiez partout », ordonna une seconde voix que Philippe reconnut avec effroi comme celle de Laurent Vasseur, le chef de la sécurité du groupe et ami proche de Nicolas. Élodie réagit avec une rapidité impressionnante. Elle éteignit l'ordinateur, arracha la clé USB et entraîna Philippe vers le panneau électrique encore entrouvert. Ils se glissèrent dans la cache et refermèrent soigneusement la porte improvisée, juste à temps avant que les pas ne s'approchent de leur position. « Rien ici », déclara la première voix. « Tout proche maintenant. Peut-être une erreur système. »« Je n'y crois pas », répliqua Vasseur. « Quelqu'un est entré dans le bâtiment avec le badge de Mercier. Les logs sont formels. » Philippe et Élodie retenèrent leur souffle dans l'espace confiné de leur cachette. À travers une mince fente entre le panneau et le mur, ils pouvaient apercevoir deux silhouettes qui inspectaient méthodiquement la salle. « Le badge a été utilisé il y a exactement 27 minutes, » poursuivit Vasseur. Ils ne peuvent pas être loin. Vous pensez que c'est Beaumont? Qu'il est revenu? Possible. Ou alors Mercier lui-même. Dans tous les cas, prévenez toutes les équipes. Personne ne sort du bâtiment sans être contrôlé. Et doublez la surveillance aux archives et à la salle des serveurs. Les deux hommes s'éloignèrent finalement, laissant Philippe et Élodie dans leur cachette, le cœur battant à tout rompre. « Ils savent que nous sommes ici », chuchota Philippe. « Comment allons-nous sortir ?» Élodie réfléchit un instant, puis son visage s'illumina. « Les conduits d'aération. Mon père m'a montré qu'ils communiquent avec le parking souterrain. C'est comme ça qu'ils faisaient entrer des dossiers sans passer par la sécurité. » Philippe la regarda avec un mélange d'admiration et d'incrédulité. Cette enfant semblait avoir réponse à tout, comme si elle avait passé sa courte vie à se préparer pour cette situation précise. Ils attendirent encore quelques minutes pour s'assurer que Vasseur et son assistant étaient bien partis, puis sortirent précautionneusement de leur cachette. Élodie guida Philippe vers le fond de la salle, derrière une imposante armoire métallique. « Aidez-moi à la déplacer », demanda-t-elle à voix basse. Ensemble, ils poussèrent le meuble, révélant une grille d'aération de taille respectable. Cette conduite a été élargie lors des derniers travaux de rénovation, expliqua Élodie. Elle est suffisamment grande pour qu'un adulte puisse y ramper. Philippe dévissa rapidement la grille et jeta un coup d'œil dans le conduit obscur. L'idée de s'engouffrer dans cet espace exigu ne l'enchantait guère, mais il n'avait pas d'autre option. « Je passe devant », proposa Élodie. « Je connais le chemin. » Elle se glissa dans l'ouverture avec l'agilité d'un chat, suivi par Philippe, qui eut plus de difficulté à faire entrer ses épaules larges dans le conduit. Ils replacèrent sommairement la grille derrière eux et commencèrent leur progression dans ce labyrinthe métallique. La progression était lente et inconfortable. Le métal froid sous leurs paumes et leurs genoux, la poussière qui leur piquait les narines, l'obscurité presque totale uniquement rompue par la faible lueur, provenant des grilles d'aération qu'ils croisaient. Philippe sentait la claustrophobie le gagner peu à peu, mais le courage de la petite silhouette qui avançait devant lui l'aidait à maintenir son calme. Après ce qui lui sembla une éternité, Élodie s'arrêta et chuchota « Nous y sommes presque. La prochaine grille donne sur le niveau 4 du parking. D'après mon père, c'est un angle mort des caméras de surveillance. »
Ils atteignirent la grille en question et l'examinèrent. Elle était fixée de l'intérieur, ce qui leur permettrait de la retirer sans difficulté. Philippe s'en chargea, puis jeta un coup d'œil prudent à l'extérieur. Il se trouvait effectivement dans le parking souterrain, dans un recoin obscur entre deux piliers en béton. « La voie est libre », murmura-t-il en se laissant glisser par l'ouverture. Il aida ensuite Élodie à descendre, puis ils replacèrent sommairement la grille pour ne pas éveiller les soupçons. « Comment sortons-nous d'ici » demanda Philippe. « Toutes les issues sont probablement surveillées maintenant. » Élodie réfléchit un instant, puis pointa du doigt une rampe qui menait au niveau supérieur. « Les livraisons, dit-elle. Il y a toujours des camions qui entrent et sortent pour approvisionner la cafétéria et les bureaux. Si nous pouvons nous glisser dans l'un d'eux, ils se dirigèrent discrètement vers la zone de livraison, se dissimulant derrière les véhicules garés chaque fois qu'ils entendèrent des pas ou des voix. En approchant du quai de chargement, ils aperçurent un camion de blanchisserie en train d'être déchargé. « C'est notre chance », souffla Élodie. « Attendez qu'ils finissent de décharger, puis nous monterons à bord avant qu'ils ne referment les portes. » Ils se cachèrent derrière un pilier, observant les manutentionnaires qui déchargeaient des chariots de linge propre et chargeaient le linge sale. Lorsque l'opération fut presque terminée, ils se faufilèrent furtivement vers l'arrière du camion. « Maintenant » chuchota Élodie. D'un bond, ils grimpèrent dans le véhicule et se dissimulèrent derrière des sacs de linge sale. Quelques instants plus tard, les portes se refermèrent, les plongeant dans la pénombre. Le moteur du camion démarra, et ils sentirent le véhicule s'ébranler. « Nous avons réussi », souffla Philippe, à peine conscient qu'il venait de s'échapper de son propre immeuble comme un fugitif. « Pas encore », tempéra Élodie. « Ils vont vérifier tous les véhicules à la sortie. Nous devons rester parfaitement silencieux. » Effectivement, quelques minutes plus tard, le camion s'immobilisa. Ils entendirent des voix à l'extérieur, puis le bruit caractéristique des portes arrière qu'on déverrouillait. « Police de sécurité », annonça une voix autoritaire. « Vérification standard. » Philippe et Élodie s'enfoncèrent davantage dans leur cachette, retenant leur respiration. Un faisceau de lumière balaya l'intérieur du camion, s'attardant sur les piles de linge. « Qu'est-ce que c'est que cette inspection ?» se plaignit le chauffeur. « J'ai une tournée à respecter, moi. »« Ordre de la direction, » répondit sèchement le garde. « On cherche des intrus. » Le faisceau lumineux passa à quelques centimètres du visage de Philippe, puis s'éloigna. Les portes se refermèrent avec un claquement métallique et le camion reprit sa route. Philippe et Élodie échangèrent un regard de soulagement dans la pénombre. Ils avaient franchi la première étape. Maintenant, ils devaient se rendre en Normandie pour retrouver Thomas Mercier et assembler les pièces finales du puzzle. « Dès que nous serons en sécurité, j'appellerai Juliette Deschamps, » murmura Philippe. « C'est une journaliste d'investigation que je connais. Elle pourra nous aider à rendre cette affaire publique. » Élodie hocha la tête, son jeune visage empreint d'une détermination qui impressionnait Philippe. Cet enfant avait traversé des épreuves qui auraient brisé bien des adultes, et pourtant, elle continuait à se battre avec un courage extraordinaire. « Nous allons retrouver ton père, » promit Philippe en serrant doucement sa main. « Et ensemble, nous rétablirons la vérité. » Pour la première fois depuis leur rencontre, Élodie lui sourit véritablement. Un sourire d'enfant qui illumina son visage et rappela à Philippe qu'au-delà de sa maturité forcée, elle restait une petite fille qui avait simplement besoin de retrouver son père. Le camion de blanchisserie progressait lentement dans la circulation parisienne, chaque secousse faisant tressauter Philippe et Élodie au milieu des sacs de linge. L'odeur de détergent industriel imprégnait l'air confiné, mais comparé au danger qu'ils venaient d'éviter, cet inconfort semblait dérisoire. « Où crois-tu que ce camion se dirige ?» chuchota Philippe. « Probablement vers une blanchisserie industrielle en banlieue, » répondit Élodie. « C'est parfait. Plus nous nous éloignons de la défense, mieux c'est. » Ils restèrent silencieux pendant le reste du trajet, chacun plongé dans ses pensées. Philippe ne pouvait s'empêcher de repenser aux documents qu'ils avaient découverts, à la trahison de son frère, à l'ampleur du complot qui s'était développé sous son nez. Pendant des années, il s'était concentré sur la stratégie globale, les fusions-acquisitions, les relations avec les grands clients internationaux, déléguant la gestion quotidienne à Nicolas et à une équipe de directeurs qu'il croyait loyaux. Cette confiance aveugle avait failli lui coûter la vie. Après environ 1 heure de trajet, le camion ralentit et s'engagea dans ce qui semblait être une cour. Le moteur s'arrêta. C'était le moment de sortir. « Prête ?» murmura Philippe. Élodie hocha la tête. Dès que les portes arrière s'ouvrirent et que le chauffeur s'éloigna,
Ils se glissèrent hors du véhicule et se faufilèrent entre les bâtiments. Ils se trouvaient dans une zone industrielle anonyme de la banlieue parisienne, entourée d'entrepôts et d'usines. « Nous devons trouver une gare ou une station de métro », déclara Philippe en consultant son téléphone. « Pour aller en Normandie, le mieux serait de prendre un train à Saint-Lazare. »« Pas votre téléphone ?» s'exclama Élodie en lui arrachant l'appareil des mains. « Ils peuvent vous localiser avec ça. » Philippe se figea, réalisant son erreur. Il éteignit immédiatement l'appareil et retira la batterie. « Tu as raison, je ne réfléchissais pas. » Ils marchèrent pendant près d'une demi-heure avant de trouver une station de RER. Avec l'argent que Marcel leur avait donné, ils achetèrent des billets et prirent le premier train en direction de Paris. « Nous ne pouvons pas aller directement à la gare Saint-Lazare, » murmura Élodie, alors qu'ils s'installaient dans un wagon presque vide. « Ils surveilleront probablement toutes les grandes gares. Tu as une meilleure idée ? » ?»« Oui, nous allons d'abord brouiller les pistes. » Élodie réfléchit un instant. « Nous pourrions prendre un bus à la porte Maillot pour Deauville. De là, nous louerons une voiture pour nous rendre au refuge. » Philippe sourit malgré lui. « Tu as pensé à tout, n'est-ce pas ? » « J'ai eu beaucoup de temps pour y réfléchir, » répondit-elle simplement. Ils changèrent plusieurs fois de ligne de métro, s'assurant qu'ils n'étaient pas suivis, avant d'émerger à la porte Maillot. Là, ils trouvèrent un car qui partait pour la Normandie dans 1 heure. « Nous avons un peu de temps, » constata Philippe. « Je devrais en profiter pour contacter Juliette Deschamps. »« La journaliste ?» demanda Élodie. « Oui, si quelque chose nous arrive, il faut que quelqu'un d'autre soit au courant de ce que nous avons découvert. » Ils trouvèrent une cabine téléphonique, l'une des rares qui subsistait encore dans Paris. Philippe composa le numéro personnel de Juliette, qu'il connaissait pour l'avoir invitée à plusieurs galas de charité organisés par sa fondation. « Juliette Deschamps », répondit une voix ferme, après quelques sonneries. « Juliette, c'est Philippe Beaumont. » Un silence surpris accueillit cette annonce. « Philippe ? Bon sang, où êtes-vous ? Toute la presse parle de votre disparition. C'est une longue histoire. Je ne peux pas tout vous expliquer maintenant, mais j'ai besoin de votre aide. Je suis en possession de documents qui prouvent l'existence d'une fraude massive au sein de Beaumont Industries. Des détournements de fonds, des sociétés écrans, tout un système orchestré par mon frère Nicolas. » Un nouveau silence, puis « C'est une accusation extrêmement grave, Philippe. Je sais, et je peux le prouver. Je suis actuellement en route pour retrouver un témoin clé, l'homme qui a découvert tout cela et qui a été injustement licencié pour l'avoir signalé. »« Thomas Mercier ?» demanda Juliette, surprenant Philippe. « Comment connaissez-vous son nom ? » ?»« Il m'a contacté il y a environ 6 mois, » expliqua la journaliste. « Il disait avoir des informations sur des malversations chez Beaumont, mais il n'avait pas de preuves suffisantes. Il a disparu avant notre rencontre prévue. » Cette confirmation extérieure renforça la conviction de Philippe. Thomas Mercier avait réellement tenté de dénoncer la fraude, cherchant des alliés à l'extérieur de l'entreprise. « Juliette, j'ai les preuves qu'il vous promettait, et je crois savoir où il se cache. Pouvez-vous nous retrouver demain à cette adresse ?» Philippe lui donna les coordonnées du refuge normand en prenant soin de ne pas mentionner qu'Élodie l'accompagnait. Moins la journaliste en savait pour le moment, plus elle serait en sécurité. « J'y serai, » promit Juliette, « mais soyez prudent, Philippe. Si ce que vous dites est vrai, vous êtes en danger. »« Je le sais. À demain, Juliette. » Il raccrocha, se sentant légèrement soulagé d'avoir partagé leur découverte avec quelqu'un d'extérieur. « Vous lui faites confiance ?» demanda Élodie, qui avait écouté toute la conversation. « Juliette est connue pour son intégrité. Elle a déjà révélé plusieurs scandales politiques et financiers. Si quelqu'un peut nous aider à rendre cette affaire publique, c'est bien elle. » Ils prirent le car pour Deauville, un trajet de près de 3 heures pendant lequel ils restèrent silencieux, observant défiler le paysage qui passait progressivement de la banlieue industrielle aux verdoyantes campagnes normandes. Philippe proposa à Élodie de se reposer, mais elle refusa, ses yeux bleus constamment en alerte, scrutant chaque nouveau passager qui montait. À Deauville, ils louèrent une petite voiture sous un nom d'emprunt. Philippe, ayant heureusement gardé sur lui une carte de crédit professionnelle, rarement utilisée, et donc moins susceptible d'être surveillé. Élodie donna les indications pour rejoindre le fameux refuge, situé à une 30aine de kilomètres dans l'arrière-pays. La nuit commençait à tomber lorsqu'ils s'engagèrent sur un chemin de terre bordé de haies épaisses, typiques du bocage normand. La pluie fine, qui tombait depuis leur arrivée en Normandie, conférait au paysage une atmosphère mélancolique, presque irréelle. « C'est là », indiqua finalement Élodie en pointant du doigt une silhouette sombre qui se dessinait au bout du chemin. Le refuge
était une ancienne ferme normande aux murs de pierre et aux toits de chaume isolés au milieu des pommiers. Aucune lumière ne filtrait à travers les volets clos, aucun signe de présence humaine n'était perceptible. Philippe gara la voiture à l'abri d'un hangar et ils s'approchèrent prudemment de la bâtisse. L'obscurité les enveloppait, uniquement percée par le faisceau discret de la lampe de poche qu'ils avaient achetée en chemin. « Papa » appela doucement Élodie devant la porte massive en bois. « Papa, c'est moi, Élodie. » Seul le silence lui répondit. La petite fille chercha sous un pot de fleurs renversé et en sortit une clé rouillée. « Il y a toujours une clé de secours ici, » expliqua-t-elle en déverrouillant la porte. L'intérieur était plongé dans l'obscurité et sentait le renfermer. Philippe alluma sa lampe et balaya la pièce principale. Un séjour rustique avec une grande cheminée, des meubles anciens couverts de poussière, un escalier en bois qui menait à l'étage. « Il n'y a personne, » murmura Élodie, la déception perceptible dans sa voix. « Ne tirons pas de conclusions hâtives, » tempéra Philippe. « Explorons la maison d'abord. » Ils fouillèrent méthodiquement chaque pièce, chaque recoin, sans trouver trace de Thomas Mercier. Pourtant, certains détails intriguaient Philippe. Une tasse de café dans l'évier avec des traces encore fraîches, un lit défait à l'étage, quelques provisions récentes dans le garde-manger. « Quelqu'un était ici récemment, » conclut-il. « Peut-être ton père a-t-il dû partir précipitamment ?» Élodie ne répondit pas, examinant attentivement le bureau placé dans un coin du séjour. Elle ouvrit un tiroir et en sortit un carnet similaire à celui qu'ils avaient trouvé dans la cache secrète de la tour Beaumont. « C'est l'écriture de mon père », confirma-t-elle, en feuilletant rapidement les pages. Ce sont des notes sur son enquête. Philippe s'approcha pour lire par-dessus son épaule. Le carnet contenait des informations encore plus détaillées sur le réseau de fraude. Nom, date, montant, diagramme complexe montrant les liens entre diverses entités. Thomas Mercier avait effectué un travail d'investigation remarquable. « Regarde la dernière page », murmura Élodie. Un message y était griffonné à la hâte. « Si vous trouvez ce carnet, contactez Juliette Deschamps. Ne faites confiance à personne d'autre. LDV. » « LDV » répéta Philippe perplexe. « Qu'est-ce que cela signifie ?»« Le dernier voyage » répondit une voix grave derrière eux. Ils sursautèrent et se retournèrent d'un bond. Un homme se tenait dans l'encadrement de la porte, pointant une lampe torche dans leur direction. Philippe plaça instinctivement Élodie derrière lui, prêt à la protéger. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, tendu. L'homme baissa légèrement sa lampe, révélant un visage émacié aux traits tirés mais aux yeux vifs. La quarantaine, des cheveux bruns parsemés de gris, une barbe de plusieurs jours. « Thomas » murmura Élodie, sa voix tremblante d'espoir. L'homme écarquilla les yeux puis chancela légèrement. « Élodie ?»« Ma petite Élodie ?» La seconde suivante, la petite fille s'était précipitée dans ses bras. Thomas Mercier la serra contre lui avec force, comme s'il craignait qu'elle ne s'évapore. « Comment m'as-tu retrouvé ?» demanda-t-il en s'écartant légèrement pour la regarder. « Et qui est-ce » Son regard se posa alors sur Philippe, et son expression se durcit instantanément. « Beaumont » cracha-t-il presque. « Qu'est-ce que vous faites avec ma fille ?»« Papa, non !» intervint Élodie. « Ce n'est pas ce que tu crois. Il m'aide. Il veut démasquer les coupables, comme toi. » Thomas Mercier paraissait sceptique, son regard alternant entre sa fille et l'homme d'affaires. « Monsieur Mercier, » commença Philippe, « je comprends votre méfiance. Mais je vous assure que j'ignorais tout des malversations qui ont eu lieu dans mon entreprise. J'ai découvert la vérité grâce à votre fille, qui m'a sauvé la vie, littéralement. Sauvé la vie. » Élodie prit la parole, racontant à son père comment elle avait observé la maison de Philippe, remarqué les hommes qui la surveillaient, et décidé d'intervenir le soir de l'intrusion. Elle expliqua leur fuite, leur découverte des documents dans la cache secrète de la tour Beaumont et leur échappée in extremis. Au fur et à mesure du récit, l'expression de Thomas passait de la méfiance à l'incrédulité, puis à une forme de respect réticent. « Vous avez pris de grands risques, » admit-il finalement en s'adressant à Philippe. « Je n'avais pas le choix, » répondit celui-ci. « Mon propre frère a organisé tout cela, apparemment pour s'emparer de l'entreprise et la démanteler. » Thomas hocha la tête. « Le projet Phénix. J'ai découvert son existence par hasard, en analysant des flux financiers inhabituels. Au début, je pensais qu'il s'agissait simplement de détournement de fonds, mais c'était bien plus vaste. Un plan méthodique pour vider l'entreprise de sa substance avant de la vendre par morceaux. « Pourquoi avoir disparu ?» demanda Philippe. « Pourquoi ne pas avoir porté ces accusations devant la justice ?» Un sourire amer se dessina sur le visage fatigué de Thomas. « J'ai essayé.
Je suis allé voir un juge d'instruction avec un dossier préliminaire. Le lendemain, j'étais licencié pour faute grave, accusé d'avoir falsifié des documents comptables. 2 jours plus tard, ma maison était cambriolée, tous mes dossiers volés. Et le jour suivant, une voiture a tenté de me renverser alors que je sortais de chez moi. Il passa une main lasse sur son visage. J'ai compris que je n'étais pas de taille à affronter seul un réseau aussi puissant. Alors j'ai mis Madeleine à l'abri chez sa sœur, j'ai placé Élodie dans un internat sécurisé et j'ai disparu pour continuer mon enquête dans l'ombre. Il se tourna vers sa fille avec inquiétude. « Comment as-tu quitté l'internat? Je pensais que tu y étais en sécurité. »« Je me suis enfui, » avoua Élodie. « Je voulais te retrouver. Maman était si mal. Elle a fait une dépression nerveuse quand tu as disparu. Elle est à l'hôpital maintenant. » Cette nouvelle sembla ébranler profondément Thomas. « Madeleine est hospitalisée? Depuis quand? » « 3 mois, murmura Élodie, les larmes aux yeux. Elle ne parle presque plus. Les médecins disent que c'est le choc émotionnel. Thomas ferma les yeux un instant, comme pour contenir sa douleur. « Je croyais la protéger en m'éloignant, » dit-il doucement. « J'ai fait tout ça pour vous mettre à l'abri. Et finalement, Philippe s'approcha et posa une main hésitante sur l'épaule de l'homme. « Nous pouvons encore arranger les choses, monsieur Mercier. J'ai contacté Juliette Deschamps, la journaliste. Elle sera ici demain. Ensemble, avec toutes les preuves que nous avons rassemblées, nous pouvons exposer la vérité. » Thomas releva la tête, une nouvelle détermination dans le regard. « Vous avez raison, il est temps d'agir. J'ai accumulé suffisamment de preuves pour faire tomber tout le réseau, y compris votre frère. » Il se dirigea vers la cheminée, s'agenouilla et dégagea une pierre descellée dans l'âtre. De la cachette, il sortit un disque dur externe et une enveloppe épaisse. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler. Documents originaux, enregistrements, relevés bancaires, témoignages. J'ai même réussi à infiltrer certaines réunions secrètes entre Nicolas Beaumont et ses complices. » Philippe examina rapidement le contenu de l'enveloppe. Les preuves étaient accablantes, bien plus complètes que ce qu'ils avaient retrouvé dans la tour. Avec un tel dossier, l'empire de mensonges construit par Nicolas s'effondrerait inévitablement. « Comment avez-vous obtenu tout cela » demanda-t-il, impressionné. « J'avais des alliés au sein de l'entreprise » expliqua Thomas. « Des gens qui, comme moi, avaient découvert des irrégularités et craignaient de parler. Ensemble, nous avons formé un réseau clandestin pour documenter la fraude. » Un bruit soudain à l'extérieur les fit tous sursauter. Des phares balayèrent brièvement les fenêtres aux volets clos. « Éteignez toutes les lumières » ordonna Thomas à voix basse. Philippe obéit immédiatement, plongeant la pièce dans l'obscurité. Thomas se faufila jusqu'à une fenêtre et entr'ouvrit légèrement le volet pour jeter un coup d'œil à l'extérieur. « Une voiture vient de se garer près du chemin, » chuchota-t-il. 2 hommes en descendent. Philippe sentit son sang se glacer. « Comment nous ont-ils retrouvés ?»« La voiture de location, » réalisa Élodie. « Ils ont peut-être tracé la carte de crédit que vous avez utilisée. » Thomas observait toujours les intrus. L'un d'eux est Laurent Vasseur, le chef de sécurité de Beaumont Industries. Je reconnais sa silhouette. « Et l'autre » demanda Philippe, redoutant la réponse. Thomas se raidit visiblement. « C'est votre frère, Nicolas Beaumont en personne. » Cette confirmation de la trahison fraternelle frappa Philippe comme un coup physique. Une chose était de lire des documents impliquant Nicolas, une autre était de le voir participer activement à cette chasse à l'homme. « Ils approchent de la maison » continua Thomas. « Nous devons partir, maintenant. »« Par où » demanda Philippe. « Ils surveillent probablement toutes les issues. »« Pas toutes » répondit Thomas, avec un sourire énigmatique. « Cette ferme a plus de 300 ans. Elle a servi de refuge pendant plusieurs guerres et a quelques secrets bien gardés. » Il se dirigea vers le cellier attenant à la cuisine et déplaça un tonneau apparemment vide. Sous celui-ci apparut une trappe. « Un passage souterrain » expliqua-t-il. « Il mène jusqu'à une grange abandonnée à près d'1 kilomètre d'ici. Nous y avons laissé une voiture en cas d'urgence. » Philippe aida Thomas à soulever la lourde trappe en chêne, révélant un escalier étroit qui s'enfonçait dans l'obscurité. « Élodie, tu passes en premier » indiqua Thomas. « Monsieur Beaumont, suivez-la. Je fermerai la marche et dissimulerai notre passage. » La petite fille s'engagea courageusement dans l'escalier, suivie par Philippe. Thomas récupéra rapidement le disque dur et l'enveloppe de documents, puis les rejoignit, refermant soigneusement la trappe derrière lui. Le passage était étroit et bas de plafond, forçant Philippe à progresser courbé. L'air y était humide et sentait la terre. Une odeur de cave ancestrale, chargée d'histoires et de secrets. « Ce tunnel date du XVIIIe siècle », chuchota Thomas derrière lui. « Il a servi à cacher des aristocrates pendant la Révolution
puis des résistants pendant l'occupation. Ils avançaient lentement, guidés par la faible lueur de la lampe torche de Thomas. Le sol inégal et parfois boueux rendait la progression difficile. Soudain, au-dessus de leur tête, ils entendirent des bruits de pas et des voix étouffées. Nicolas et Vasseur avaient pénétré dans la ferme. « Ils sont entrés », souffla Élodie, ralentissant instinctivement. « Continue d'avancer », encouragea Thomas. Ils ne connaissent pas l'existence de ce passage. Ils accélérèrent autant que possible, conscients que chaque seconde comptait. Après ce qui sembla une éternité, l'étroit tunnel commença à remonter légèrement. « Nous approchons de la sortie », indiqua Thomas. Finalement, ils atteignirent une autre trappe que Thomas ouvrit avec précaution. Ils émergèrent dans une grange délabrée où une vieille Renault Clio était effectivement stationnée, camouflée sous une bâche poussiéreuse. « Elle n'est pas luxueuse », s'excusa presque Thomas en découvrant le véhicule, « mais elle est discrète et le réservoir est plein. » Ils montèrent rapidement, Thomas prenant le volant. La voiture démarra au quart de tour, et ils s'éloignèrent discrètement, tous feux éteints, avant de rejoindre une petite route départementale. « Où allons-nous maintenant » demanda Philippe. « Chez Juliette Deschamps » répondit Thomas. « Nous devions la retrouver demain, mais les circonstances nous obligent à accélérer les choses. J'ai son adresse personnelle. Elle m'avait donné sa carte lors de notre premier contact. » Il sortit un téléphone prépayé de sa poche et composa un numéro. « Juliette, c'est Thomas Mercier. Oui, je suis vivant. Écoutez, nous sommes en route vers chez vous. Beaumont est avec moi ainsi que ma fille. Nous sommes suivis par des hommes dangereux. Préparez-vous à nous recevoir dans environ 3 heures. » Il raccrocha et se concentra sur la route, conduisant aussi vite que la prudence le permettait sur les routes sinueuses de la campagne normande. Philippe regardait défiler le paysage nocturne, assimilant tout ce qui venait de se passer. En l'espace de 2 jours, sa vie avait basculé. Il avait perdu son entreprise, sa sécurité, la confiance en son propre frère. Mais, étrangement, il se sentait plus vivant, plus lucide qu'il ne l'avait été depuis des années. À côté de lui, Élodie s'était finalement endormie, sa tête reposant contre son épaule. Cet enfant extraordinaire lui avait non seulement sauvé la vie, mais lui avait aussi ouvert les yeux sur les conséquences humaines de décisions prises dans des bureaux feutrés. « Elle est épuisée », observa doucement Thomas, en jetant un coup d'œil dans le rétroviseur. « Elle a toujours été forte, mais ces derniers mois ont été terribles pour elle. »« C'est une enfant remarquable », répondit Philippe. « Vous pouvez être fier d'elle. » Thomas hocha la tête, un mélange de fierté et de tristesse dans le regard. « Je regrette qu'elle ait dû grandir si vite. À son âge, elle devrait jouer avec des amis, pas fuir des hommes armés. » Philippe ne pouvait qu'acquiescer. Il se sentait en partie responsable du sort de cette famille, même s'il n'avait pas directement orchestré leur malheur. « Quand tout sera terminé, dit-il avec conviction, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider, vous et votre famille, à reconstruire votre vie. » Thomas lui jeta un regard sceptique. « Les promesses sont faciles à faire dans les moments difficiles, monsieur Beaumont. »« Ce n'est pas une simple promesse, affirma Philippe. C'est un engagement. Votre fille m'a sauvé la vie. Elle m'a ouvert les yeux sur ce qu'était devenu mon entreprise. Je lui dois bien plus qu'une simple compensation financière. » Leur conversation fut interrompue par des phares qui apparurent soudain dans le rétroviseur, se rapprochant rapidement. « Nous avons de la compagnie, » annonça Thomas, accélérant légèrement. Philippe se retourna et vit une puissante berline noire qui gagnait du terrain. « C'est eux ? Probablement. Ils ont dû découvrir le tunnel et deviner notre itinéraire. » La berline se rapprochait inexorablement, ses phares éblouissants maintenant presque collés à leurs pare-chocs arrière. « Ils vont nous rattraper », constata Philippe, sentant la panique monter en lui. « Cette Clio ne fait pas le poids face à leur voiture. » Thomas serra les dents, manœuvrant habilement dans les virages pour maintenir la distance. « Je connais ces routes mieux qu'eux, » dit-il avec détermination, « et je sais exactement où nous pouvons les semer. » Thomas engagea brusquement la Clio sur un chemin forestier à peine visible, éteignant les phares au dernier moment. Les branches fouettaient la carrosserie tandis qu'il s'enfonçait dans l'obscurité presque totale, guidé uniquement par la faible lueur de la lune filtrant à travers les arbres. « Ils vont nous perdre de vue pendant quelques instants, » expliqua Thomas, concentré sur le sentier chaotique. « Mais ce n'est qu'un répit temporaire. » Élodie s'était réveillée en sursaut et observait la situation avec une inquiétude muette. Philippe admirait son calme apparent, alors que bien des adultes auraient cédé à la panique dans de telles circonstances. Après plusieurs minutes d'une conduite éprouvante sur le chemin forestier, ils débouchèrent sur une petite route départementale. « Nous ne pouvons pas continuer vers Paris, » déclara Thomas. « Ils surveilleront toutes les routes principales dans cette direction. » « Que suggérez-vous »
demanda Philippe. Un changement radical d'itinéraire. Au lieu d'aller vers le nord, nous allons vers le sud. J'ai un autre refuge que personne ne connaît. Pas même mes anciens collègues de Beaumont Industrie. Où ça? En Provence. Une vieille maison de famille près d'Aix-en-Provence. Elle est isolée, difficile d'accès et officiellement inhabitée depuis des années. Philippe réfléchit rapidement. Et Juliette Deschamps? Elle nous attend. Je vais la contacter pour reporter notre rencontre, répondit Thomas. C'est plus sûr pour tout le monde. Elle pourra nous rejoindre directement en Provence. Il prit une décision rapide. D'accord. Direction le sud. Thomas hocha la tête et s'engagea sur la départementale, évitant délibérément les grands axes. Ils roulèrent en silence pendant près d'1 heure, changeant plusieurs fois de direction pour brouiller d'éventuelles poursuites. « Je crois que nous les avons semés pour l'instant », déclara finalement Thomas en se détendant légèrement. « Mais ils disposent de moyens considérables. Il faut rester vigilant. » Il s'arrêta à une station-service isolée pour faire le plein. Pendant que Philippe surveillait les alentours, Thomas téléphona à Juliette Deschamps pour l'informer du changement de plan. La journaliste accepta de les retrouver en Provence 2 jours plus tard. Le temps pour eux de s'y rendre en toute sécurité et pour elle de régler quelques affaires urgentes à Paris. « Elle est d'accord », annonça Thomas en revenant vers la voiture. « Et j'ai acheté quelques provisions pour la route. » Il tendit à Élodie un sandwich et une bouteille d'eau que la petite fille accepta avec gratitude. Philippe réalisa soudain qu'aucun d'eux n'avait mangé depuis des heures. Ils reprirent la route, optant pour un itinéraire secondaire qui rallongeait considérablement le trajet, mais offrait plus de discrétion. La nuit avançait et Élodie finit par se rendormir, bercée par les vibrations de la voiture. « Votre fille est extraordinaire », murmura Philippe, brisant le silence qui s'était installé. « Elle a fait preuve d'un courage et d'une intelligence remarquables. » Thomas jeta un regard attendri vers la banquette arrière, où dormait Élodie. « Elle a toujours été précoce », répondit-il doucement. « Trop, peut-être. Sa mère et moi avons parfois eu du mal à suivre son développement. À 8 ans, elle lisait déjà des livres destinés aux adolescents et posait des questions sur l'économie mondiale. » Il marqua une pause, son visage s'assombrissant. « Quand j'ai découvert les irrégularités chez Beaumont, je lui ai expliqué la situation simplement, sans entrer dans les détails. Je ne voulais pas l'inquiéter, mais elle a tout compris instantanément. Elle m'a même aidé à organiser certains documents, à classifier des informations. Je comprends mieux sa maîtrise de toute cette affaire, observa Philippe. Elle connaissait déjà les tenants et les aboutissants. Thomas hocha la tête. Ce que je ne savais pas, c'est qu'elle m'espionnait parfois quand je travaillais tard le soir. Elle a mémorisé des noms, des chiffres, des lieux que je n'avais jamais mentionnés devant elle. Il soupira profondément. Quand j'ai disparu, j'étais persuadé qu'elle était en sécurité à l'internat. J'avais payé 1 année complète d'avance. Je n'aurais jamais imaginé qu'elle s'enfuirait pour me retrouver. L'amour d'un enfant pour son père peut déplacer des montagnes, dit Philippe, surpris par sa propre philosophie. Le silence retomba, chacun perdu dans ses pensées. Philippe réfléchissait à la tournure extraordinaire qu'avait prise sa vie en l'espace de quelques jours. D'un puissant PDG vivant dans une tour d'ivoire, il était devenu un fugitif, poursuivi par son propre frère, découvrant une conspiration qui avait détruit des vies innocentes comme celle des Merciers. L'aube pointait à l'horizon lorsqu'ils traversèrent Lyon, évitant soigneusement le centre-ville. Ils s'arrêtèrent brièvement dans une aire de repos pour se rafraîchir et prendre un petit déjeuner sommaire. Encore environ 4 heures de route, estima Thomas, en consultant une carte routière qu'il avait achetée. Nous y serons, en début d'après-midi. Ils reprirent leur périple, Philippe prenant le volant pour permettre à Thomas de se reposer. Élodie, maintenant bien réveillée, observait le paysage qui devenait progressivement plus méditerranéen. Les collines s'accentuaient, les cyprès remplaçaient les peupliers et la lumière prenait cette qualité particulière, presque dorée, caractéristique du sud de la France. « Je n'étais jamais allé aussi loin au sud », confia-t-elle à Philippe. « C'est beau. La Provence est l'une des plus belles régions de France, répondit-il avec un sourire. J'y ai passé quelques étés dans ma jeunesse avant que les responsabilités professionnelles ne m'accaparent totalement. » Un voile de mélancolie passa sur son visage à l'évocation de cette époque insouciante. Quand avait-il cessé de prendre le temps d'apprécier la beauté du monde? Quand le travail était-il devenu sa seule raison d'être? En début d'après-midi, comme prévu, ils arrivèrent dans l'arrière-pays aixois. Thomas, qui s'était réveillé entre-temps, les guida à travers un dédale de petites routes sinueuses qui grimpaient dans les collines couvertes de chênes verts et d'oliviers. « C'est encore loin ?» demanda Philippe, inquiet de l'état de leur réservoir d'essence qui approchait dangereusement du niveau minimal.
Presque arrivé, le rassura Thomas. Encore 2 kilomètres sur ce chemin, puis nous prendrons un sentier à peine carrossable. La maison est complètement isolée, invisible depuis la route. Effectivement, après avoir emprunté un chemin rocailleux qui mit à rude épreuve la suspension de la petite Clio, ils aperçurent enfin leur destination. Une bastide provençale en pierre ocre, nichée au milieu des oliviers centenaires, avec une vue imprenable sur la vallée en contrebas. « Voilà les Restanques », annonça Thomas avec une pointe de fierté. « La maison de mon grand-père maternel. Il était cultivateur d'olives et de lavande. La propriété semblait figée dans le temps, avec ses volets bleus délavés, sa terrasse ombragée par une glycine imposante, et son jardin légèrement sauvage où se mêlaient romarin, thym et lavande. L'endroit respirait la sérénité, loin du tumulte urbain et des intrigues corporatives qui avaient bouleversé leur vie. « C'est magnifique », souffla Philippe, sincèrement impressionné. Ils garèrent la voiture à l'abri d'une remise et déchargèrent leurs maigres possessions, les documents précieux, quelques vêtements achetés en route et les provisions pour les prochains jours. Thomas déverrouilla la porte principale avec une clé ancienne qu'il gardait toujours sur lui. « Je viens ici 2 ou 3 fois par an pour entretenir le minimum », expliqua-t-il. La dernière fois, c'était il y a environ 3 mois, juste après avoir découvert l'ampleur de la fraude chez Beaumont. L'intérieur était rustique mais charmant. Poutres apparentes, sol en tomettes, meubles anciens patinés par le temps. Une épaisse couche de poussière recouvrait certaines surfaces, témoignant de l'absence prolongée d'habitants permanents. « Je vais ouvrir les volets et aérer », proposa Thomas. « Élodie, tu te souviens où se trouve ta chambre ?» La petite fille hocha la tête et se dirigea vers l'escalier en bois qui menait à l'étage, visiblement heureuse de retrouver un lieu familier après ses jours d'errance. Philippe se sentait étrangement déplacé dans cet environnement domestique. Lui qui avait l'habitude des hôtels de luxe et des résidences impersonnelles, se retrouvait soudain dans une vraie maison, imprégnée d'histoires familiales et de souvenirs authentiques. « Je vais vérifier le groupe électrogène », annonça Thomas. « Nous sommes presque autonomes ici. Panneaux solaires pour l'électricité de base, citerne pour l'eau, et un potager qui a dû bien pousser depuis ma dernière visite. » Il sortit, laissant Philippe seul dans le séjour. L'homme d'affaires en profita pour examiner les photos encadrées disposées sur une commode. Thomas plus jeune, souriant aux côtés d'une femme blonde à l'air doux, sans doute Madeleine. Élodie bébé, puis petite fille, toujours avec ce regard intelligent qui la caractérisait, un vieil homme au visage buriné par le soleil, probablement le grand-père, fièrement debout au milieu de ses oliviers. Une vie simple mais riche de sens, si différente de la sienne. Philippe n'avait pratiquement aucune photo personnelle dans sa vaste demeure parisienne. Son existence était définie par des graphiques de croissance, des rapports financiers, des couvertures de magazines économiques vantant ses succès professionnels. « Vous découvrez ma famille ?» La voix d'Élodie le fit sursauter. La petite fille était redescendue silencieusement et l'observait avec curiosité. « Oui, » admit Philippe, « vous avez l'air heureux sur ces photos. »« Nous l'étions, » confirma-t-elle simplement. « Avant tout ça. » Elle s'approcha et pointa du doigt une photo où elle apparaissait à environ 7 ans, brandissant fièrement un prix de mathématiques. C'était mon premier concours national. Papa et maman étaient si fiers. Son regard se voila légèrement à l'évocation de sa mère. « Elle va s'en remettre, tu sais » dit doucement Philippe. « Une fois cette histoire terminée, vous pourrez reprendre une vie normale, tous ensemble. » Élodie le regarda avec cette intensité troublante qui lui était propre. « Rien ne sera plus jamais normal, monsieur Beaumont. Même si nous gagnons, même si la vérité éclate, certaines choses sont brisées pour toujours. » Cette lucidité désarmante laissa Philippe sans voix. Comment répondre à une enfant qui avait déjà compris la dure réalité que bien des adultes refusèrent d'admettre? Le monde brisé ne redevient jamais exactement comme avant. On peut le reconstruire, certes, mais les fissures restent visibles, témoins indélébiles des traumatismes passés. Thomas revint à ce moment, interrompant leur échange. « Le groupe électrogène fonctionne parfaitement, » annonça-t-il. « Nous aurons de l'eau chaude dans 1 heure environ. J'ai aussi vérifié le potager. Il y a des tomates, des courgettes et des aubergines à profusion. Nous ne mourrons pas de faim. » Il s'interrompit, remarquant l'atmosphère particulière entre sa fille et Philippe. « Tout va bien ?»« Oui, papa, » répondit Élodie avec un sourire forcé. « Je montrai nos photos à monsieur Beaumont. » Thomas hocha la tête, puis se tourna vers Philippe. « Je vous ai préparé la chambre d'amis à l'étage. Ce n'est pas le Ritz, mais vous y serez bien. »« Merci, » répondit sincèrement Philippe. « Votre hospitalité est inattendue, compte tenu des circonstances. » Thomas haussa les épaules. «
Vous n'êtes pas responsable des actions de votre frère, et vous avez protégé ma fille pendant mon absence. Je vous en suis reconnaissant. Ce n'était pas tout à fait exact, c'était plutôt Élodie qui avait protégé Philippe, mais l'homme d'affaires apprécia ce geste de réconciliation. Ils passèrent le reste de l'après-midi à s'installer et à organiser leur stratégie. Thomas sortit une grande carte de la région qu'il étala sur la table de la cuisine. « Juliette Deschamps nous rejoindra après-demain », expliqua-t-il. « D'ici là, nous devons rester extrêmement discrets. Même si cet endroit est isolé, nous ne pouvons pas exclure que Nicolas Beaumont dispose de moyens pour nous retrouver. »« Quels moyens exactement ?» demanda Philippe, préoccupé par cette possibilité. « Votre frère a tissé un réseau d'influence considérable ces dernières années, » répondit Thomas. « Police, administration, banque, il a des contacts partout, sans parler des ressources de Beaumont Industries qu'il peut détourner à ses fins personnelles. » Philippe réalisa avec amertume à quel point il avait été naïf. Pendant qu'il se concentrait sur la stratégie globale et l'image publique du groupe, Nicolas avait patiemment construit un système parallèle de pouvoir et d'influence. « Nous devrions établir un plan de secours, » suggéra-t-il, au cas où il nous retrouverait avant l'arrivée de Juliette. Thomas acquiesça gravement. « J'y ai déjà réfléchi. Il y a une cabane de berger abandonnée à environ 3 kilomètres d'ici, accessible uniquement à pied par un sentier escarpé. Si nous devons fuir précipitamment, nous nous y retrouverons. » Il désigna l'emplacement sur la carte, que Philippe mémorisa soigneusement. La soirée venue, Thomas prépara un repas simple mais savoureux avec les légumes du potager et quelques provisions achetées en route. Ils dînèrent sur la terrasse, baignés par la lumière dorée du soleil couchant, avec en toile de fond le chant des cigales et le parfum envoûtant de la lavande. C'était surréaliste, pensa Philippe, de partager ce moment presque bucolique, alors que leurs vies étaient en danger. Et pourtant, cette parenthèse de normalité leur faisait un bien immense après les jours de tension extrême qu'ils venaient de vivre. « C'est ironique, » observa-t-il en sirotant un verre d'eau fraîche. « Il a fallu que je perde tout, ma maison, mon entreprise, ma sécurité, pour découvrir ce qu'est réellement une soirée agréable. » Thomas esquissa un sourire. « La simplicité a ses vertus, monsieur Beaumont. C'est une leçon que beaucoup apprennent trop tard. Appelez-moi Philippe, je vous en prie. Après tout ce que nous avons traversé ensemble, les formalités semblent déplacées. » Thomas hésita un instant, puis hocha la tête. « Philippe, soit. Et vous pouvez m'appeler Thomas. » Élodie observait cet échange avec un intérêt non dissimulé, comme si l'évolution de la relation entre ces deux hommes que tout opposait la fascinait. La nuit tombée, chacun se retira dans sa chambre. Philippe, épuisé par les événements des derniers jours, s'endormit presque instantanément malgré le lit rustique, bien différent de son matelas orthopédique parisien. Il fut réveillé en sursaut au milieu de la nuit par un bruit léger. Se redressant brusquement, il aperçut une silhouette près de la fenêtre. « Qui est là ?» demanda-t-il, alarmé. « C'est moi », répondit la voix d'Élodie. « Je n'arrive pas à dormir. » Philippe se détendit légèrement. « Quelque chose te préoccupe ?» La petite fille s'approcha du lit, son visage à peine visible dans la pénombre. « Je pense à maman, » avoua-t-elle. « Elle est toute seule à l'hôpital. Elle doit se demander où je suis. » La vulnérabilité dans sa voix rappela soudain à Philippe qu'en dépit de sa maturité exceptionnelle, Élodie restait une enfant de 10 ans, avec les peurs et les inquiétudes propres à son âge. « Viens t'asseoir », proposa-t-il en tapotant le bord du lit. Élodie s'installa timidement, ses petites mains crispées sur ses genoux. « Tu sais, quand j'étais enfant, ma mère était souvent malade », confia Philippe, surpris par sa propre ouverture. « Elle souffrait de dépression, comme ta maman. Parfois, elle restait des semaines entières sans parler, sans même nous regarder, mon frère et moi. Comment avez-vous fait pour supporter ça ?» demanda Élodie, visiblement touchée par cette confidence inattendue. Philippe réfléchit un instant. « Je me disais que même si elle semblait absente, au fond d'elle-même, elle savait que j'étais là, que je l'aimais, et que cette pensée lui apportait peut-être un peu de réconfort. » Il marqua une pause, réalisant soudain à quel point cette expérience d'enfance avait influencé sa vie adulte, son besoin de contrôle, sa difficulté à établir des relations authentiques. « Ta mère sait que ton père et toi faites tout pour arranger les choses, » poursuivit-il doucement. « Et bientôt vous serez à nouveau réunis. » Élodie hocha lentement la tête, semblant trouver un certain réconfort dans ses paroles. « Est-ce que votre mère a guéri ?» demanda-t-elle après un moment de silence. Philippe hésita, ne voulant pas mentir, mais souhaitant préserver l'espoir de l'enfant. « Elle a eu des hauts et des bas, » répondit-il finalement. « Mais elle a connu de longues périodes de bonheur,
surtout quand nous étions présents auprès d'elle. Ce n'était pas toute la vérité. Sa mère n'avait jamais complètement surmonté sa maladie, mais c'était la partie qui importait maintenant. La possibilité du bonheur malgré les blessures. Élodie resta encore quelques minutes, puis se leva doucement. « Merci Philippe », dit-elle simplement avant de se diriger vers la porte. « Élodie », l'appela-t-il avant qu'elle ne sorte, « tu es une fille extraordinaire. Ta mère a beaucoup de chance de t'avoir. » Un sourire fugace illumina le visage de l'enfant, puis elle disparut dans le couloir obscur. Philippe resta éveillé longtemps après son départ, réfléchissant à tout ce que cette aventure inattendue lui avait appris, sur lui-même, sur son entreprise, sur les vraies valeurs de l'existence. Pour la première fois depuis des années, il se demanda s'il n'avait pas fait fausse route, si toute sa quête de pouvoir et de réussite n'avait pas été qu'une façon de fuir l'essentiel. Le lendemain matin, il rejoignit Thomas et Élodie dans la cuisine où flottait une délicieuse odeur de café frais et de pain grillé. « Bien dormi ?» demanda Thomas en lui tendant une tasse fumante. « Étonnamment bien », répondit Philippe, échangeant un regard complice avec Élodie qui sourit discrètement. Ils passèrent la journée à préparer leur rencontre avec Juliette Deschamps, organisant méticuleusement les documents et les preuves qu'ils avaient accumulées. Thomas avait une approche méthodique, classant chaque élément par ordre chronologique et par degré d'importance. « L'essentiel est de présenter un dossier irréfutable », expliqua-t-il. « Quelque chose que même les avocats les plus retors de Beaumont Industries ne pourront pas démonter. » Philippe était impressionné par la rigueur de Thomas. Cet homme qu'il n'avait jamais remarqué lorsqu'il travaillait dans son entreprise se révélait être un esprit analytique de premier ordre. Combien d'autres talents avait-il négligés parmi ses employés, trop occupés par les chiffres et les stratégies pour voir les personnes? En fin d'après-midi, alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs, un bruit de moteur au loin attira leur attention. Thomas se précipita à la fenêtre, scrutant le chemin d'accès avec inquiétude. « Une voiture approche », annonça-t-il, tendu. « Ce n'est pas Juliette. Elle ne devait arriver que demain. » Philippe sentit son cœur s'accélérer. Avait-il été retrouvé? Nicolas avait-il réussi à les localiser malgré toutes leurs précautions? « Élodie, prends le sac d'urgence », ordonna calmement Thomas. « Philippe, les documents. » Ils rassemblèrent rapidement leurs affaires essentielles, prêts à fuir vers la cabane de berger qu'ils avaient identifiée comme refuge de secours. Thomas entr'ouvrit la porte et observa attentivement le véhicule qui approchait. « C'est une Peugeot bleue », murmura-t-il. « Je ne reconnais pas la voiture. » La tension était palpable alors que le véhicule se rapprochait inexorablement de la Bastide. Philippe serrait contre lui la sacoche contenant les preuves, prêt à partir au signal de Thomas. La voiture s'arrêta finalement dans un nuage de poussière. Une portière s'ouvrit et une silhouette en descendit. « C'est une femme », observa Thomas, légèrement surpris. La visiteuse avança vers la maison d'un pas décidé. Grande, élégante malgré sa tenue décontractée, des cheveux châtains coupés au carré, des lunettes de soleil masquant son regard. « C'est Juliette !» s'exclama soudain Philippe, reconnaissant la démarche caractéristique de la journaliste. « Elle est venue plus tôt que prévu. » Thomas laissa échapper un soupir de soulagement, mais resta prudent. « Attendez ici », dit-il avant de sortir à la rencontre de la nouvelle arrivante. Philippe et Élodie observèrent par la fenêtre l'échange entre Thomas et Juliette. La journaliste semblait agitée, parlant avec de grands gestes. Après quelques minutes de conversation, Thomas revint vers la maison, Juliette sur ses talons. « Elle a des nouvelles urgentes », annonça-t-il en ouvrant la porte. « C'est pour ça qu'elle est venue plus tôt. » Juliette Deschamps entra dans le séjour, ôtant ses lunettes pour révéler un regard vif et intelligent. Elle salua Philippe d'un hochement de tête, puis sourit gentiment à Élodie. « Pardonnez cette arrivée précipitée », s'excusa-t-elle, « mais la situation a évolué dramatiquement ces dernières heures. » Elle sortit une tablette de son sac et la posa sur la table. « Nicolas Beaumont a convoqué une conférence de presse ce matin. Il a officiellement annoncé votre disparition inquiétante, Philippe, et a pris la direction intérimaire du groupe. » Elle fit défiler quelques articles de presse sur l'écran. « Mais ce n'est pas tout. Il a également laissé entendre que vous auriez pu fuir après la découverte d'irrégularités financières dont vous seriez responsable. » Philippe sentit une colère froide l'envahir. « Il m'accuse de ses propres crimes. »« C'est une stratégie classique, » confirma Juliette. « Mais j'ai une autre nouvelle, plus préoccupante encore. » Elle leur montra un message qu'elle avait reçu sur son téléphone professionnel. « Un informateur anonyme au sein de Beaumont Industries m'a prévenu que Nicolas a engagé des professionnels pour vous retrouver. Des hommes dangereux sans scrupules. » Thomas et Philippe échangèrent un regard inquiet. « Et ce n'est pas tout, »
poursuivit Juliette. Mon contact affirme que Nicolas a prévu de quitter le pays dans 3 jours, après avoir finalisé la vente de plusieurs filiales stratégiques du groupe à des investisseurs étrangers. Le projet Phoenix, murmura Thomas. Il accélère son plan. Juliette hocha gravement la tête. Nous n'avons plus le temps de nous cacher, nous devons agir maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Un silence lourd s'abattit sur la pièce suite aux révélations de Juliette. Le soleil déclinant projetait des ombres allongées à travers les fenêtres de la Bastide, comme pour souligner la gravité du moment. 3 jours, répéta Philippe, assimilant l'information. C'est le temps qu'il nous reste pour empêcher Nicolas de détruire l'héritage de 3 générations et de disparaître avec l'argent. Juliette acquiesça, son visage reflétant une détermination professionnelle qu'elle avait développée au cours de ses années d'investigation. J'ai commencé à travailler sur un dossier complet, expliqua-t-elle en sortant un ordinateur portable de son sac. Mais pour qu'il soit vraiment imparable, j'ai besoin de toutes les preuves que vous avez rassemblées. Thomas sortit le disque dur externe et les documents qu'ils avaient méticuleusement organisés. Voici tout ce que nous avons, dit-il en les posant sur la table. Des années de fraude documentées, des transferts illicites vers des paradis fiscaux, des fausses factures, des enregistrements compromettants, tout y est. Juliette examina rapidement les documents, son expression passant de la concentration à la stupéfaction. « C'est extraordinaire », murmura-t-elle. « Avec ça, nous pouvons non seulement stopper Nicolas, mais aussi démanteler tout le réseau de corruption qu'il a tissé. » Elle leva les yeux vers Thomas, clairement impressionné. « Comment avez-vous réussi à rassembler autant d'informations sans vous faire prendre ?»« J'étais invisible, » répondit-il simplement. « Un simple comptable parmi des centaines d'autres. Personne ne prêtait attention à mes allées et venues, à mes demandes d'accès aux archives. J'étais l'homme transparent parfait pour une telle investigation. » Philippe ressentit une pointe de honte. Combien d'autres invisibles, comme Thomas, avaient-ils travaillé dans son entreprise négligée, sous-estimée, alors qu'ils possédèrent des compétences et une intégrité remarquables? « Quel était votre plan ?» demanda-t-il à Juliette, se reconcentrant sur l'urgence de la situation. La journaliste réfléchit un instant, tapotant distraitement son stylo contre son carnet. « Une simple publication dans la presse ne suffira pas, » dit-elle finalement. « Nicolas a trop d'influence. Il pourrait étouffer l'affaire ou au minimum gagner suffisamment de temps pour mettre son plan à exécution avant que les conséquences ne le rattrapent. » Elle se tourna vers Philippe. « Nous devons frapper fort, publiquement, et de manière à ce qu'il ne puisse pas riposter. Une confrontation directe, en direct, avec toutes les preuves exposées d'un coup. Une émission en direct ?» suggéra Thomas. « Un débat télévisé ?»« Mieux, » répondit Juliette, un éclair de détermination dans le regard. « L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beaumont Industries. Elle a été convoquée pour après-demain. » Philippe se redressa, surpris. « Une Assemblée générale ? Comment le savez-vous ? C'était dans le communiqué de presse de ce matin, » expliqua Juliette. « Nicolas l'a convoqué pour faire ratifier officiellement sa prise de contrôle temporaire et lancer la restructuration stratégique du groupe, un euphémisme pour son plan de démantèlement. » Elle sortit une coupure de presse et la lui tendit. « Tous les grands actionnaires seront présents, ainsi que les membres du conseil d'administration, les principaux dirigeants et bien sûr, la presse économique au complet. » Un plan commençait à se former dans l'esprit de Philippe. Une confrontation publique, devant tous ceux qui comptaient dans le monde des affaires français. L'humiliation serait totale pour Nicolas, mais le risque l'était tout autant pour eux. « C'est extrêmement dangereux, » objecta Thomas. « Nicolas aura pris toutes les précautions. La sécurité sera renforcée, l'accès strictement contrôlé. C'est précisément pourquoi c'est notre meilleure option, » contra Juliette. « Il ne s'attendra jamais à ce que nous nous présentions directement là-bas. Et j'ai un atout dans ma manche, une accréditation presse que je peux utiliser pour entrer. » « Et pour nous ?» demanda Philippe. « Je suis certainement la personne la plus surveillée de France en ce moment, et Thomas est probablement sur toutes les listes de recherche de la sécurité de Beaumont. » Juliette sourit, un sourire qui indiquait qu'elle avait déjà réfléchi à cette question. « J'ai des contacts dans le milieu du cinéma qui peuvent nous aider. Maquillage professionnel, déguisement, faux badge d'identification. Nous pouvons vous transformer suffisamment pour passer les contrôles initiaux. » Élodie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, intervint soudainement. « Et moi ? Que vais-je faire pendant ce temps ?» Les 3 adultes échangèrent des regards embarrassés, ayant momentanément oublié la présence de l'enfant. « Tu resteras en sécurité. Loin de tout ça, » répondit Thomas avec fermeté. « Je connais une famille de confiance à Marseille qui pourra t'accueillir temporairement. »« Non, » protesta vigoureusement Élodie.
Je ne vous laisserai pas affronter ce danger sans moi. J'ai été impliqué depuis le début. J'ai droit d'être là jusqu'à la fin. C'est hors de question, trancha son père. C'est beaucoup trop risqué. Élodie se tourna vers Philippe, ses yeux bleus brillant d'une détermination farouche. Vous savez que j'ai raison. Sans moi, vous ne seriez même pas ici aujourd'hui. J'ai prouvé que je pouvais être utile, que je savais gérer les situations dangereuses. Philippe était déchiré. D'un côté, il comprenait parfaitement la réticence de Thomas à exposer sa fille à un tel danger. De l'autre, il ne pouvait nier qu'Élodie avait démontré un courage et une présence d'esprit extraordinaire depuis leur rencontre. Peut-être y a-t-il un compromis, suggéra-t-il prudemment. Élodie pourrait rester avec une personne de confiance à proximité du lieu de l'assemblée, prête à intervenir en cas de besoin, mais sans s'exposer directement au danger. Thomas semblait sur le point de protester, mais Juliette l'interrompit. En fait, sa présence pourrait être un atout, dit-elle, pensant à voix haute. Nicolas ne connaît pas Élodie. Il ne sait probablement pas qu'elle est avec vous. Elle pourrait passer inaperçue là où vous seriez immédiatement repéré. Vous suggérez d'utiliser ma fille comme... Quoi? Un appât? Une espionne? S'indigna Thomas. Non, répondit calmement Juliette, comme un atout surprise. Un joker que nous pourrions jouer au moment opportun. Élodie se redressa, visiblement satisfaite de cette reconnaissance de son importance potentielle. Je peux le faire, affirma-t-elle. Je sais être discrète, observer sans me faire remarquer. Thomas secoua la tête, tiraillé entre sa peur paternelle et la logique implacable de la situation. C'est de la folie, murmura-t-il. Mais je suppose que nous sommes bien au-delà de la normalité depuis longtemps. Il se tourna vers sa fille, son visage reflétant un mélange de fierté et d'inquiétude. Tu suivras scrupuleusement nos instructions, tu ne prendras aucune initiative personnelle, et au premier signe de danger, tu te mettras à l'abri. Promis? Promis, répondit solennellement Élodie. Juliette reprit la parole, recentrant la discussion sur les aspects pratiques de leur plan. L'assemblée a lieu après-demain à 10 heures au siège de Beaumont Industries. Nous devons être à Paris demain soir au plus tard pour préparer notre intervention. Comment comptez-vous procéder exactement? Demanda Philippe. Je serai présente en tant que journaliste accrédité, expliqua Juliette. Vous, Philippe, vous entrerez déguisé avec une fausse accréditation que mes contacts nous fourniront. Thomas restera en retrait jusqu'au moment crucial. Elle se tourna vers l'ancien comptable. Vous êtes la pièce maîtresse de notre stratégie, Thomas. Votre témoignage, combiné aux preuves documentaires, sera dévastateur. Mais nous devons vous garder en réserve jusqu'au dernier moment, pour maximiser l'effet de surprise. Thomas acquiesça, comprenant la logique de cette approche. « Et quel sera mon rôle ?» demanda Élodie, désireuse de participer pleinement. Juliette réfléchit un instant. « Tu seras nos yeux dans des endroits où nous ne pourrons pas aller, » répondit-elle finalement. « Tu observeras, tu écouteras, et tu nous transmettras des informations par messagerie. Les enfants sont souvent invisibles aux yeux des adultes concentrés sur leurs affaires importantes. » Philippe admirait la façon dont Juliette intégrait Élodie au plan, tout en lui assignant un rôle relativement sécurisé. Cette femme avait un don pour la stratégie et la communication, ce qui expliquait sans doute sa réussite dans le journalisme d'investigation. Ils passèrent les heures suivantes à peaufiner leur plan, discutant de chaque détail, anticipant les obstacles potentiels, préparant des solutions de repli. La nuit était tombée depuis longtemps, lorsqu'ils terminèrent enfin, épuisés, mais déterminés. « Nous devrions essayer de dormir un peu, » suggéra Thomas. « Demain sera une longue journée. » Juliette accepta l'hospitalité de la Bastide pour la nuit, s'installant dans un petit salon transformé en chambre improvisée. Avant de se retirer, elle prit Philippe à part. « Êtes-vous vraiment prêt à affronter votre frère publiquement ?» demanda-t-elle à voix basse. « Ce sera brutal, potentiellement traumatisant. Il s'agit de votre famille, après tout. » Philippe médita sa réponse un instant. « Nicolas a cessé d'être mon frère le jour où il a décidé de me sacrifier pour ses ambitions, » répondit-il finalement. « Il a trahi non seulement moi, mais aussi l'héritage de notre famille, les valeurs que nos parents nous ont inculquées. » Il fixa l'horizon nocturne à travers la fenêtre. « Et puis, il y a toutes ces vies qu'il a détruites par cupidité, des familles comme celle de Thomas et Élodie. Je ne peux pas laisser cela impuni, lien fraternel ou pas. » Juliette hocha la tête, satisfaite de sa détermination. « Reposez-vous. Demain, nous partons pour Paris. » Philippe dormit peu cette nuit-là, son esprit bouillonnant de pensées contradictoires. Il repensait à son enfance avec Nicolas, aux moments de complicité fraternelle, aux jeux partagés, aux projets élaborés ensemble. Comment en étaient-ils arrivés là?
À quel moment leur chemin avait-il divergé si dramatiquement? Peut-être était-ce sa faute, songea-t-il amèrement. Peut-être avait-il été trop absorbé par sa position de PDG, trop distant, trop critique envers son cadet. Peut-être Nicolas s'était-il senti perpétuellement dans son ombre, nourrissant une rancœur qui avait fini par se transformer en haine destructrice. Ces réflexions le tourmentèrent jusqu'à l'aube, où il finit par s'assoupir brièvement, pour être réveillé par l'odeur du café frais qui montait de la cuisine. Le petit déjeuner fut silencieux, chacun plongé dans ses pensées, mesurant l'ampleur du défi qui les attendait. Ils rassemblèrent ensuite leurs affaires essentielles, les documents, le disque dur, quelques vêtements et les provisions pour le voyage. « Nous prendrons ma voiture », décida Juliette. « Elle est moins susceptible d'être recherchée que la vôtre. » Thomas jeta un dernier regard mélancolique à la Bastide avant de fermer la porte. « Que j'espère que nous pourrons y revenir un jour, dans des circonstances plus heureuses, » murmura-t-il. Le trajet vers Paris fut long et tendu. Ils évitèrent délibérément les autoroutes, préférant les routes nationales moins surveillées, changeant régulièrement de conducteur pour rester alerte. Juliette utilisait son téléphone pour se tenir informée des derniers développements, tandis qu'Élodie somnolait sur la banquette arrière, sa tête reposant contre l'épaule de son père. En milieu d'après-midi, Juliette reçut un appel qui la fit froncer les sourcils. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Philippe qui conduisait à ce moment-là. « Pas nécessairement », répondit-elle en raccrochant. « Mais troublante. Mon contact chez Beaumont m'informe que Nicolas a fait renforcer considérablement la sécurité pour demain. Vérification d'identité renforcée, détecteur de métaux, agents en civil disséminés dans la foule. Il craint quelque chose, observa Thomas. Peut-être a-t-il eu vent de notre retour? Possible, admit Juliette. Ou alors il est simplement paranoïaque. Les hommes comme lui finissent toujours par craindre des complots partout. C'est la nature même du pouvoir mal acquis. Ils arrivèrent à Paris en début de soirée, évitant délibérément le centre-ville et les quartiers huppés où Philippe aurait pu être reconnu. Juliette les conduisit vers Montreuil, une commune limitrophe à l'est de la capitale, et s'arrêta devant un immeuble moderne mais discret. « C'est ici que vit mon contact dans le milieu du cinéma », expliqua-t-elle. « Antoine Lefebvre, maquilleur et costumier de génie. Il a travaillé sur des films d'espionnage et sait comment transformer complètement une apparence. » Antoine les accueillit chaleureusement. La cinquantaine dynamique, vêtue avec une élégance décontractée, il émanait de lui une énergie créative contagieuse. « Juliette m'a expliqué la situation, » dit-il après les présentations. « Ne vous inquiétez pas, quand j'en aurai fini avec vous, même votre mère ne vous reconnaîtrait pas. » Il les installa dans son vaste loft, transformé en partie en atelier de maquillage professionnel. Des perruques, des prothèses faciales, des lentilles colorées et toutes sortes d'accessoires s'alignaient sur les étagères. « Commençons par vous, monsieur Beaumont, » proposa Antoine. « Vous êtes le plus reconnaissable du groupe. » Pendant plus d'une heure, le maquilleur travailla sur Philippe, appliquant des prothèses subtiles pour modifier la structure de son visage, changeant la couleur de ses cheveux, ajoutant des rides stratégiques pour vieillir son apparence. Des lentilles au marron remplacèrent ses yeux bleus caractéristiques et des coussinets discrets modifièrent sa silhouette. Lorsqu'Antoine lui tendit finalement un miroir, Philippe eut un mouvement de recul. L'homme qui lui faisait face était un parfait inconnu, plus âgé d'une quinzaine d'années, légèrement bedonnant avec un visage rond, aux traits indistincts et un regard fatigué. « C'est incroyable », murmura-t-il touchant son nouveau visage avec incrédulité. « N'y touchez pas trop », avertit Antoine. « Le maquillage est conçu pour résister à la transpiration et aux conditions normales, mais il n'est pas indestructible. » Il se tourna ensuite vers Thomas, qu'il transforma en un homme d'affaires prospère aux cheveux poivre et sel, élégant et sûr de lui, l'opposé exact du comptable discret qu'il avait été. « Et maintenant, la petite demoiselle », dit Antoine en se tournant vers Élodie. La transformation de l'enfant fut plus légère, mais tout aussi efficace. Une perruque rousse aux cheveux courts, des lunettes à monture épaisse et quelques taches de rousseur appliquées sur son nez et ses joues. Elle semblait maintenant être une toute autre petite fille. « Je serai la fille de Juliette », expliqua fièrement Élodie, entrant immédiatement dans son rôle. « Nous avons décidé que c'était la couverture la plus naturelle. » Antoine fournit également des vêtements adaptés à leurs nouvelles identités. Un costume légèrement démodé pour Philippe, une tenue élégante pour Thomas et un ensemble coloré et enfantin pour Élodie. « Voici vos nouvelles identités », annonça Juliette en leur tendant des dossiers contenant carte d'identité, carte de visite et accréditation. Apprenez-les par cœur d'ici demain matin.
Philippe découvrit qu'il était désormais Bernard Lecomte, journaliste freelance spécialisé dans l'économie pour divers magazines. Thomas devenait Alain Durand, consultant en gestion d'entreprise. Élodie, quant à elle, s'appellerait Manon Deschamps, fille de Juliette, amenée exceptionnellement à cette assemblée pour un projet scolaire. Ces identités tiendront-elles face aux vérifications renforcées ? S'inquiéta Thomas. Elles sont parfaites pour un contrôle standard, répondit Juliette. Mais effectivement, en cas de vérification approfondie, elles ne résisteraient pas. C'est pourquoi notre timing sera crucial. Elle déploya le plan du siège de Beaumont Industries sur la table basse. L'assemblée aura lieu dans l'auditorium principal, au 2e étage. Les contrôles d'identité se feront dans le hall d'entrée. Une fois à l'intérieur, nous aurons plus de liberté de mouvement. Elle traça du doigt leur itinéraire. Nous arriverons séparément. D'abord moi, avec Élodie, en tant que journaliste accompagné de sa fille. Puis vous, Philippe, avec votre accréditation de presse. Thomas, vous entrerez en dernier. Vous vous tiendrez à l'écart jusqu'à ce que je vous fasse signe. Elle les regarda tour à tour, s'assurant qu'ils comprenaient bien leur rôle. L'assemblée débutera par l'allocution de Nicolas. Il présentera probablement sa version des événements, m'accusant de tous les maux, anticipa Philippe. C'est à ce moment que nous interviendrons. Exactement, confirma Juliette. Je demanderai la parole en tant que journaliste, puis je vous la céderai. Votre apparition créera un choc initial. Puis nous ferons entrer Thomas, et nous présenterons les preuves sur l'écran géant de l'auditorium. Elle sortit une clé USB de sa poche. J'ai préparé une présentation percutante avec les éléments les plus accablants. En quelques minutes, l'empire de mensonges de Nicolas s'effondrera devant tous les actionnaires et la presse réunie. Le plan était audacieux, risqué, mais potentiellement dévastateur pour Nicolas et ses complices. S'ils réussissaient, la vérité éclaterait au grand jour et justice serait rendue. S'ils échouaient, Philippe préféra ne pas envisager cette possibilité. Ils passèrent le reste de la soirée à peaufiner les derniers détails, répétant leur rôle, anticipant les questions qui pourraient surgir, préparant des réponses à toutes les éventualités. « Nous devrions essayer de dormir », suggéra finalement Juliette. « Demain sera le jour le plus important de nos vies. » Antoine leur avait préparé des lits de fortune dans son vaste loft. Avant de se retirer dans le sien, Philippe s'approcha de Thomas qui regardait pensivement par la fenêtre. « Nerveux ?» demanda-t-il doucement. Thomas esquissa un sourire las. Terrifié serait plus exact. Pas tant pour moi que pour Élodie. Si quelque chose tournait mal, rien ne tournera mal, affirma Philippe avec plus d'assurance qu'il n'en ressentait réellement. Notre plan est solide, nos preuves irréfutables. Demain, à cette heure-ci, tout sera terminé et vous pourrez commencer à reconstruire votre vie. Thomas le considéra longuement avant de répondre. Vous avez changé, Philippe. Quand Élodie vous a trouvé dans votre manoir, vous étiez un homme différent. Philippe médita cette observation. Je suppose que perdre tout ce qu'on croyait important révèle ce qu'il est vraiment, dit-il finalement. Cette expérience m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses. Ma responsabilité envers mes employés, l'impact réel de mes décisions, la valeur des relations humaines authentiques. Il laissa sa phrase en suspens, réalisant à quel point ses jours de fuite et de danger l'avaient transformé. L'homme qu'il était avant, isolé dans sa tour d'ivoire, déconnecté des réalités humaines, lui semblait maintenant un étranger. « Quoi qu'il arrive demain, poursuivit-il, je vous suis reconnaissant, à vous et à Élodie. Vous m'avez sauvé d'une façon que vous ne pouvez pas imaginer. » Thomas hocha simplement la tête, acceptant silencieusement ce remerciement sincère. « Essayons de dormir, dit-il finalement. Demain, nous affronterons ensemble ce qui doit l'être. » Philippe regagna son lit improvisé, l'esprit tourmenté par un mélange d'appréhension et de détermination. Demain marquerait soit la fin de tout ce qu'il avait construit, soit le début d'une nouvelle ère pour Beaumont Industries, une ère de transparence, d'intégrité et de véritable responsabilité sociale. Alors qu'il sombrait dans un sommeil agité, une dernière pensée traversa son esprit. Quoi qu'il advienne, il ne serait plus jamais l'homme qu'il avait été. Et peut-être était-ce là la plus importante des victoires. L'aube se leva sur Paris, enveloppant la ville d'une lumière dorée qui contrastait avec la tension palpable dans le loft d'Antoine. Chacun se préparait en silence, conscient de l'importance capitale de cette journée. Philippe ajustait sa cravate devant un miroir, contemplant le visage d'un étranger qui lui rendait son regard. Cette transformation physique lui semblait étrangement appropriée. N'était-il pas au fond devenu un homme différent au cours de ces quelques jours tumultueux? « Prêt ?» demanda Juliette en s'approchant, élégante dans son tailleur gris anthracite,
Incarnation parfaite de la journaliste professionnelle, Philippe hocha la tête. Les mots semblaient superflus face à l'ampleur de ce qui les attendait. Ils quittèrent le loft selon le plan établi. D'abord Juliette et Élodie, puis Philippe, et enfin Thomas, chacun prenant un itinéraire différent vers le siège de Beaumont Industries. La tour de verre et d'acier se dressait, majestueuse et intimidante, dans le quartier de la Défense, symbole de la puissance financière que Philippe avait passé sa vie à construire et que son frère s'apprêtait à démanteler. L'esplanade devant l'immeuble grouillait déjà de monde. Actionnaires en costumes sombres, journalistes affairés, caméras de télévision installées pour retransmettre l'événement. Une assemblée générale extraordinaire de Beaumont Industries était toujours un événement majeur dans le monde des affaires français. Philippe, dans son déguisement de journaliste économique anonyme, observa Nicolas qui accueillait personnellement certains invités VIP à l'entrée. Son frère semblait détendu, confiant, arborant ce sourire charismatique qui avait toujours séduit les médias. Qui aurait pu imaginer la noirceur qui se cachait derrière cette façade affable? À l'heure prévue, Philippe se présenta au contrôle de sécurité, le cœur battant. Sa fausse accréditation fut examinée, son visage scruté. Un moment de tension extrême, puis le garde hocha la tête et lui rendit son badge. Premier obstacle franchi, l'auditorium se remplissait rapidement. Philippe repéra Juliette et Élodie déjà installées dans la section réservée à la presse. Il prit place quelques rangs derrière elles, comme convenu. Thomas attendrait dans un café voisin le signal de Juliette pour faire son entrée, au moment crucial. À 10 heures précises, Nicolas Beaumont monta sur l'estrade, accueilli par des applaudissements polis. Impeccable dans son costume sur mesure, il incarnait parfaitement l'image du dirigeant d'entreprise moderne et dynamique. Mesdames et messieurs les actionnaires, chers partenaires, représentants de la presse, commença-t-il d'une voix assurée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans des circonstances exceptionnelles, et je dois l'admettre douloureuses pour moi personnellement. Son visage adopta une expression de préoccupation étudiée. Comme vous le savez, mon frère Philippe a disparu depuis plusieurs jours, dans des circonstances troublantes. Les autorités poursuivent leurs recherches, mais je dois vous informer que nous avons récemment découvert des irrégularités financières préoccupantes qui pourraient expliquer cette disparition soudaine. Un murmure parcourut l'assemblée. Philippe serra les poings, révolté par l'audace de son frère qui n'hésitait pas à le calomnier publiquement. En tant que directeur financier, poursuivit Nicolas, j'ai le devoir de vous présenter la situation avec transparence. Un audit préliminaire a révélé des détournements de fonds substantiels vers des comptes offshore, ainsi que des transactions douteuses impliquant plusieurs filiales du groupe. Sur l'écran géant derrière lui apparurent des graphiques et des tableaux savamment manipulés pour suggérer la culpabilité de Philippe. Face à cette situation critique, le conseil d'administration m'a demandé d'assumer temporairement la direction du groupe et de mettre en œuvre un plan de restructuration stratégique pour préserver nos actifs et restaurer la confiance de nos partenaires. Philippe échangea un regard avec Juliette. Le moment approchait. Nicolas détaillait maintenant son plan de sauvetage. En réalité, le démantèlement programmé de l'entreprise familiale au profit d'investisseurs étrangers complices. « Des questions ?» demanda finalement Nicolas, après avoir présenté son projet avec un aplomb remarquable. Juliette leva immédiatement la main. Nicolas lui accorda la parole avec un sourire condescendant. « Juliette Deschamps, investigation économique », se présenta-t-elle en se levant. « Monsieur Beaumont, vos accusations contre votre frère sont graves. Avez-vous des preuves concrètes de sa culpabilité ?» Nicolas ne se départit pas de son assurance. Les documents projetés à l'instant constituent déjà un faisceau d'indices troublants. L'enquête interne se poursuit et... « Permettez-moi de vous interrompre, coupa Juliette. J'aimerais donner la parole à quelqu'un qui pourrait apporter un éclairage différent sur cette situation. » Sans attendre l'autorisation, elle fit signe à Philippe qui se leva et s'avança vers l'allée centrale. Là, sous les regards stupéfaits de l'assistance, il retira lentement sa perruque et ses prothèses faciales, révélant sa véritable identité. « Bonjour, Nicolas », dit-il d'une voix claire qui résonna dans l'auditorium soudain silencieux. Le visage de Nicolas se décomposa, passant de l'incrédulité à la peur en quelques secondes. Des exclamations de surprise fusèrent dans la salle. Des photographes se précipitèrent pour capturer ce moment extraordinaire. « Je crois que vous me présentiez comme disparu », poursuivit Philippe en avançant vers l'estrade. « Me voici, très présent et surtout très au fait des véritables irrégularités qui ont eu lieu au sein de notre entreprise. » Nicolas se ressaisit rapidement, tentant de reprendre le contrôle de la situation. « Philippe,
Quelle surprise! Nous étions tous si inquiets, mais ton comportement erratique ne fait que confirmer nos soupçons. Te cacher puis réapparaître déguisé? Qu'as-tu à te reprocher exactement? Philippe monta calmement sur l'estrade, se plaçant à côté de son frère. Je ne me cachais pas, Nicolas. Je fuyais les hommes que tu as envoyés pour m'éliminer après avoir découvert ton projet Phénix. Des murmures confus parcoururent l'assistance. Philippe se tourna vers l'écran géant. Avec votre permission, j'aimerais présenter d'autres documents, plus révélateurs. Sans attendre de réponse, Juliette inséra sa clé USB dans l'ordinateur de contrôle. L'écran s'illumina avec les preuves méticuleusement rassemblées par Thomas. Virements frauduleux, fausses signatures, sociétés écrans, tout le système élaboré par Nicolas pour détourner les fonds de l'entreprise et préparer son démantèlement. Vous voyez ici, expliqua Philippe en pointant des transactions spécifiques, comment des centaines de millions d'euros ont été détournés vers des sociétés offshore contrôlées par mon frère. Et voici le fameux projet Phénix, non pas un plan de restructuration, mais un programme méthodique pour vendre nos actifs stratégiques à des prix sous-évalués à des partenaires complices. Nicolas, livide, tenta d'interrompre la présentation. Ce sont des faux, des documents fabriqués, sécurité. Mais la révélation suivante le figea sur place. Sur l'écran apparut son propre visage, dans une vidéo où il discutait ouvertement de ses plans avec Laurent Vasseur, évoquant sans embâge l'élimination nécessaire de son frère et le démantèlement programmé du groupe. Ces enregistrements ont été réalisés par un homme intègre que tu as injustement licencié lorsqu'il a découvert tes malversations, déclara Philippe. Un homme qui a risqué sa vie pour révéler la vérité. Thomas Mercier, voulez-vous nous rejoindre? Sur un signe de Juliette, Thomas entra dans l'auditorium et s'avança vers l'estrade, accompagné par 2 officiers de police judiciaire qui attendèrent ce moment pour intervenir. L'ancien comptable, digne dans son déguisement élégant, portait avec lui un dossier complet qui fut immédiatement remis aux autorités. Nicolas, comprenant que tout était perdu, tenta une dernière manœuvre désespérée. Ces accusations sont ridicules. Cet homme est un ancien employé rancunier, licencié pour fraude. Quant à mon frère, sa santé mentale est manifestement altérée. Je crois que les preuves parlent d'elles-mêmes, intervint l'un des policiers. Nicolas Beaumont, nous avons un mandat pour vous interroger concernant des soupçons de fraude, détournement de fonds et tentative de violence aggravée. L'auditorium était maintenant en ébullition, les journalistes se bousculant pour capturer chaque instant de ce coup de théâtre extraordinaire. Les actionnaires, abasourdis, assistaient à l'effondrement en direct du plan machiavélique qui aurait pu détruire leur investissement. C'est à ce moment qu'Élodie, suivant une inspiration soudaine, s'avança vers l'estrade. Sa petite silhouette, débarrassée de son déguisement, attirait tous les regards. Elle se plaça devant le micro, sa voix claire portant étonnamment bien dans l'immense salle. « Je m'appelle Élodie Mercier. J'ai 10 ans. L'homme que vous voyez là-bas est mon père. Il a perdu son travail, sa réputation et presque sa famille parce qu'il a choisi l'honnêteté face à la corruption. Ma mère est à l'hôpital, malade de chagrin. Notre vie a été détruite par des décisions prises dans cette tour de verre. Un silence absolu s'était installé, chacun suspendu aux lèvres de cet enfant dont la maturité et le courage forçaient l'admiration. Mais aujourd'hui, je ne suis pas ici pour accuser. Je suis ici pour dire que même les plus grandes injustices peuvent être réparées quand des personnes comme mon père et M. Philippe Beaumont choisissent de se battre pour la vérité. Elle se tourna vers Philippe, lui adressant un sourire lumineux. Il y a quelques jours, j'ai sauvé M. Beaumont des hommes envoyés pour lui faire du mal. Aujourd'hui, ensemble, nous sauvons cette entreprise et toutes les familles qui en dépendent. Cette intervention inattendue toucha l'Assemblée au cœur, humanisant soudain ce qui n'était jusque-là qu'un scandale financier. Des applaudissements spontanés éclatèrent, tandis que les policiers escortaient Nicolas hors de la salle, son empire de mensonges définitivement effondré. Dans les jours qui suivirent, l'affaire fit la une de tous les médias. Les révélations s'enchaînèrent, impliquant plusieurs hauts dirigeants et partenaires commerciaux dans le réseau frauduleux tissé par Nicolas. Philippe, réinstallé à la tête du groupe avec la confiance renouvelée du conseil d'administration, entreprit une réorganisation profonde de l'entreprise. Sa première décision fut symbolique, mais significative, réintégrer Thomas Mercier avec le titre de directeur de l'audit interne et de l'éthique, un nouveau département chargé de garantir la transparence et l'intégrité des opérations du groupe. Madeleine Mercier, l'épouse de Thomas, sortit progressivement de sa dépression nerveuse lorsqu'elle apprit le rétablissement de l'honneur de son mari et la fin de leur calvaire.
La famille fut réunie dans un nouvel appartement spacieux à Paris, offert par Philippe comme première étape d'une compensation pour les préjudices subis. Mais la transformation la plus profonde était celle de Philippe lui-même. L'homme froid et distant, obsédé par les chiffres et les stratégies, avait disparu. À sa place se tenait un dirigeant conscient de sa responsabilité sociale, attentif à l'impact humain de ses décisions et déterminé à faire de Beaumont Industries un modèle d'entreprise éthique. Chaque samedi, Philippe rendait visite au Mercier. Il apportait toujours des fleurs pour Madeleine et un livre pour Élodie, généralement d'économie ou de mathématiques, les passions de la brillante petite fille. Ces visites étaient devenues un rituel précieux, un rappel de ce qui comptait vraiment. « Tu sais, » dit un jour Élodie alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg, « quand je t'ai vu pour la première fois dans ton grand manoir vide, je ne pensais pas que nous deviendrions amis. » Philippe sourit, touché par la simplicité de cette observation. La vie nous réserve parfois d'étranges surprises. Sans toi, je serais probablement encore cet homme seul et aveugle aux conséquences de ses actes. Élodie le regarda avec cette intensité particulière qui la caractérisait. « Tu n'étais pas aveugle, » dit-elle doucement. « Tu avais juste oublié de regarder. » Cette phrase, dans sa sagesse enfantine, résumait parfaitement le parcours de Philippe. Il avait fallu qu'il perde tout pour redécouvrir l'essentiel, la valeur des relations humaines, l'importance de l'intégrité et le véritable sens de la réussite. Le temps passait, cicatrisant progressivement les blessures. Beaumont Industries prospérait sous sa nouvelle direction éthique. Thomas s'épanouissait dans ses nouvelles responsabilités. Madeleine retrouvait peu à peu sa joie de vivre. Et Élodie grandissait, brillante et équilibrée, promise à un avenir lumineux. Quant à Philippe, il avait trouvé une nouvelle définition du succès. Non plus dans les graphiques de croissance ou les articles élogieux de la presse économique, mais dans les sourires reconnaissants de ceux dont il avait changé la vie, dans l'intégrité retrouvée de l'héritage familial, et dans cette famille de cœur que le destin avait placée sur sa route. Cette nuit d'orage où une petite fille était sortie de l'ombre pour l'empêcher de monter un escalier fatal avait été bien plus qu'un sauvetage physique. Elle avait été le premier pas d'un chemin de rédemption, une main tendue vers une humanité qu'il avait trop longtemps oubliée. Et ce chemin, il continuerait à le parcourir chaque jour, guidé par la leçon la plus précieuse qu'Élodie lui avait enseignée. La vraie richesse ne se mesure pas en chiffres, mais en vie touchée, en injustice réparée et en cœur reconquis.